Elle n'a pas arrêté de marcher. Elle ne l'a pas regardé. Elle a juste posé l'addition sur la table et a continué son chemin. Mais sous l'addition, il y avait un petit bout de papier plié, arraché d'un carnet de commandes. Il l'a senti avant de le voir. Elle était déjà partie, de retour derrière le comptoir, pour resservir le café de quelqu'un. Comme si de rien n'était. Il a baissé les yeux. Le mot était là. Il ne l'a pas ouvert à table. Il a attendu que le parking soit vide. Puis il l'a déplié. 4 lignes, écrites à la main, l'encre encore fraîche. Il l'a lu une fois, puis une deuxième fois. Il est resté assis là, pendant un long moment. 67 ans, 3,8 milliards de dollars. Et une serveuse qu'il n'avait jamais rencontrée venait de lui dire quelque chose que personne d'autre au monde ne savait. Le matin où Garrett Wynn a quitté Chicago, personne ne l'a remarqué. C'était le but. Pas de communiqué de presse, pas d'assistant qui appelle à l'avance, pas de SUV noir qui attend au bord du trottoir. Juste un homme en chemise de flanelle, un jean usé et une paire de bottes qui avaient connu des jours meilleurs. Il traversait un parking couvert dans le sud de la ville à 5h15 du matin. La moto, une Indian Scout Bobber, était garée à la place 47. La même place chaque année. Il avait loué l'espace sous un autre nom, payé en espèces via un compte de transfert. Une vieille habitude, une bonne habitude. Il a passé une jambe par-dessus, s'est assis un instant et a juste respiré. La ville était encore presque endormie. On pouvait le sentir dans l'air. Ce silence particulier qui n'appartient qu'à l'heure avant l'aube, quand même les pigeons n'ont pas encore commencé leur journée. Il a mis son casque, ajusté ses gants, vérifié les rétroviseurs. Non pas que quelque chose n'allait pas, mais parce que vérifier les choses était ce qui empêchait les choses de mal tourner. Une autre vieille habitude. Puis il a pris la route vers le sud. Il y a une version de Garrett Wynn que la plupart des gens connaissent, ou pensent connaître. La version de la presse économique, bien que ses portraits soient rares, car il ne donnait pas d'interview, le décrivait comme un homme solitaire. La version que ses concurrents décrivaient était moins flatteuse. La version que ses avocats décrivaient était prudente, précise et presque pathologiquement patiente. Ce qu'aucune de ces versions ne mentionnait, c'était la chemise de flanelle ou les bottes, ou le fait que chaque année en octobre, sans faute, l'homme qui contrôlait Wynn Harbor Capital, 3,8 milliards de dollars d'actifs, 6 sociétés holding dans 4 États, disparaissait pendant exactement une semaine. Il n'allait pas dans un hôtel de luxe, ne s'envolait pas pour l'Europe, n'assistait à aucun des galas de charité auxquels les gens de sa position étaient censés assister. Il roulait à moto, non pas parce que c'était romantique, non pas à cause d'une idée de retour aux sources. Il avait entendu cette phrase utilisée par des hommes riches qui n'avaient jamais travaillé de leurs mains, et ça le fatiguait toujours. Il roulait, parce que c'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour voir les choses clairement. On ne peut pas apprendre ce qu'est vraiment une ville à partir d'une feuille de calcul. On ne peut pas savoir si un restaurant vaut la peine d'investir à partir d'un rapport de diligence préparé par un analyste de 28 ans dans un bureau du centre-ville. Il faut passer la porte, s'asseoir au comptoir, voir qui d'autre est assis là à 7 heures du matin. Regarder leur visage et voir si le café est frais, ou s'il attend depuis 5 heures. Il faisait ça depuis 11 ans, toujours la même approche, des routes différentes. Cette année, la route menait vers le sud et l'ouest, en Oklahoma. La cicatrice sur sa main droite partait de la base de son pouce et courait sur 5 cm vers son poignet. Il se l'était faite en 1983. Il avait 24 ans et travaillait dans un atelier d'usinage à Tulsa. Une clé dynamométrique avait glissé d'un boulon grippé et lui avait arraché une bande de peau nette. Il n'était pas allé voir un médecin. Il ne pouvait pas se le permettre à l'époque. Il l'avait enroulé dans un chiffon d'atelier, avait fini le travail et avait pointé à 5 heures comme d'habitude. 41 ans plus tard, la cicatrice était toujours là. Il pouvait sentir sa crête à travers son gant quand il serrait le guidon. Certains hommes auraient trouvé ça inconfortable. Un rappel d'une époque plus difficile, quelque chose à oublier. Garrett ne l'avait jamais vu de cette façon. La cicatrice signifiait qu'il avait été quelque part, qu'il avait fait quelque chose de ses mains, qu'il avait gagné les callosités de chaque côté par un travail réel, physique et mesurable. D'une manière que les décisions prises en salle de conférence ne l'étaient jamais vraiment. Ses avocats portaient des costumes qui coûtaient plus cher que sa première voiture. Les membres de son conseil d'administration avaient des diplômes d'école qu'ils n'auraient pas pu se permettre de postuler.
Aucun d'eux n'avait de cicatrice comme ça. Ce n'était pas grave. Il ne leur en voulait pas, mais il n'oubliait pas non plus d'où il venait. Et chaque mois d'octobre, quand il montait sur cette moto et la dirigeait vers un coin du centre de l'Amérique qu'il avait choisi cette année-là, il faisait quelque chose qui n'avait rien à voir avec la nostalgie. Il se rappelait ce qui était réel. Au moment où il est entré en Oklahoma, le soleil était complètement levé. Le ciel avait pris cette teinte de bleu particulière qui n'existe qu'au milieu du pays. Vaste, plat, sans rien pour le briser. Pas d'océan pour flouter les bords, juste le ciel. Il s'est arrêté à une station-service à l'extérieur de Tulsa. Pas la station de chaîne avec l'auvent brillant et le fast-food attenant, mais la plus ancienne, en retrait de la route, où une pancarte peinte à la main annonçait de l'huile moteur et des appâts vivants. Il a fait le plein, est entré, a acheté une tasse de café d'une machine qui avait connu des jours meilleurs, comme ses bottes. L'homme derrière le comptoir avait dans les 70 ans. Il portait un gilet délavé, avec un écusson du drapeau américain sur l'épaule. Il n'a pas levé les yeux de ce qu'il lisait quand Garrett est entré. Il n'a pas salué, il a juste tendu la main pour l'argent quand Garrett a posé le café et une carte routière sur le comptoir. Une carte en papier. Garrett les utilisait encore. Il est remonté sur la moto, a bu le café, a étudié la carte pendant 3 minutes. Puis il l'a pliée, l'a mise dans la poche de sa veste et a continué à rouler. La liste dans la poche intérieure de sa veste, pas la poche de la carte. L'autre, celle près de sa poitrine, contenait 7 noms. 7 entreprises dans la grande région de Claremore et du comté de Rogers, dans le nord-est de l'Oklahoma. Une quincaillerie, un atelier de réparation de petits moteurs, une agence d'assurance familiale, 2 restaurants, un magasin de fournitures agricoles et un diner. Le Mays Diner, fondé en 1971, actuellement en activité. Propriétaire, May Hutchins. Son équipe de recherche l'avait signalé il y a 6 semaines. C'était dans le cadre d'une étude plus large sur les petites entreprises dans les communautés situées le long de corridors d'infrastructures proposés. Le nouveau projet d'expansion de l'autoroute fédérale, encore en phase d'approbation, pas encore public, passerait juste à côté de Claremore. La valeur des terrains dans la région allait changer. Certaines entreprises en profiteraient, d'autres ne survivraient pas. L'équipe de Garrett avait identifié le Mays Diner comme une entreprise avec de fortes racines communautaires, une fréquentation constante et une propriétaire qui avait été approchée 3 fois au cours des 4 derniers mois par des représentants d'une société appelée Crane Holt Development. Les 3 fois, elle avait dit non. La 4e approche, selon les informations recueillies par son équipe, était prévue pour vendredi. Aujourd'hui, on était mardi. Ça lui donnait 3 jours, ce qui était suffisant. C'était toujours suffisant si on utilisait bien son temps. Claremore se trouve à environ 50 km au nord-est de Tulsa. Si vous n'y êtes jamais allé, vous ne savez peut-être pas que c'est le lieu de naissance de Will Rogers. Il y a un musée, une statue, une route à son nom. Mais la ville elle-même, son quotidien, n'a rien à voir avec tout ça. C'est une ville de travailleurs. Des quincailleries, des parcs d'engraissement et des restaurants qui ouvrent à 6 heures du matin. Parce que les gens qui y mangent ont des choses à faire avant que le soleil ne soit trop haut. Le Mays Diner se trouvait à l'est de la ville, sur une route à 2 voies parallèles à l'ancienne voie ferrée. Le bâtiment était bas et large, avec un toit en métal et un parking en gravier. Une enseigne peinte à la main au-dessus de la porte, lettres blanches sur fond vert, légèrement délavée, disait simplement « Mays ». 1971. Il y avait 4 véhicules sur le parking quand Garrett est arrivé à 7h45. 2 pick-ups avec des plaques d'entrepreneurs, une Buick avec un feu arrière fissuré, une vieille berline Chevrolet avec un autocollant d'une église de la ville sur le pare-choc. Il s'est garé, s'est assis un instant, a regardé le bâtiment. Rien n'était impressionnant. Rien n'essayait de l'être. C'était le premier bon signe. À l'intérieur, le restaurant tenait toutes les promesses de l'extérieur. Des banquettes le long du mur de gauche, recouvertes de vinyle rouge réparé à quelques endroits, avec du ruban adhésif électrique. Soigneusement appliqué, ce qui en disait long sur la personne qui l'avait fait. Un comptoir à droite avec 8 tabourets, dont 6 étaient occupés. Un passe-plat vers la cuisine, où l'on pouvait voir le bord d'une plaque de cuisson et entendre le bruit de quelque chose qu'on déplaçait dans une poêle en fonte. Le sol était en carrelage noir et blanc, usé mais propre. Il y avait un jukebox dans le coin, un vrai jukebox, pas décoratif,
et il jouait du Merle Haggard à un volume assez bas pour qu'on puisse encore avoir une conversation, mais assez présent pour qu'on sache qu'il était là. Sur les murs, des photographies en noir et blanc. La route 66 dans les années 50, un silo à grains, un homme debout à côté d'un tracteur qui coûtait probablement moins cher qu'un costume décent aujourd'hui. Une équipe de football de lycée qui semblait dater du milieu des années 60, casque à la main. L'odeur de l'endroit vous saisissait en entrant et ne vous lâchait plus. Café, bacon, biscuits sortant du four, et en dessous de tout ça, quelque chose de plus difficile à nommer. La chaleur particulière d'un bâtiment qui a été constamment habité, constamment entretenu, pendant très longtemps. Garrett est resté à la porte un peu plus longtemps qu'un homme qui s'arrête juste pour le petit déjeuner ne le ferait probablement. Personne n'a remarqué. Ou s'ils l'ont fait, ils n'ont rien dit. C'était un autre bon signe. Il a pris la banquette tout au fond, dos au mur, face à la porte. Une vieille habitude, non pas parce qu'il s'attendait à des ennuis, juste parce qu'on s'assoit là où on peut voir. Une femme est sortie de la cuisine et est passée derrière le comptoir, May Hutchins. Il le savait grâce aux photos que son équipe de recherche avait trouvées. Elle avait 72 ans, bien qu'elle bougeait comme quelqu'un qui avait décidé que l'âge n'était qu'une suggestion. Cheveux blancs relevés, tablier propre. Elle parlait à l'homme au bout du comptoir, l'un des entrepreneurs, et ce qu'elle disait le faisait rire. Pas un rire poli, un vrai. Elle n'est pas venue tout de suite à la table de Garrett. Elle a fini sa conversation, a resservi 2 tasses au comptoir, a dit quelque chose à la cuisine par le passe-plat. Puis elle est venue avec un menu et une cafetière. « Bonjour », dit-elle. Pas « Bonjour monsieur », pas « Bienvenue chez May », juste « Bonjour », comme une simple constatation. « Bonjour », a-t-il répondu. Elle a posé le menu, a versé le café sans demander. Il aimait ça. Vous savez ce que vous voulez ou il vous faut 1 minute? Je sais. Un steak. Saignant. Des œufs sur le plat à côté. Et continuer à servir le café. Elle l'a noté sans le répéter. Bien. Il était allé dans trop d'endroits où il répétait tout. Il n'avait pas besoin d'entendre sa propre commande 2 fois. Ce sera prêt dans environ 12 minutes, dit-elle. Elle est retournée en cuisine. L'autre serveuse est apparue de derrière le comptoir environ 1 minute plus tard. Il l'avait presque manqué. C'était inhabituel. Il ne manquait généralement pas les gens. Elle était jeune, fin de la vingtaine, peut-être tout début de la trentaine. Cheveux bruns attachés, des cernes sous les yeux qu'elle n'essayait pas de cacher, ce qui vous disait qu'elle avait soit renoncé à les dissimuler, soit décidé qu'il ne valait pas la peine d'être dissimulé. Et dans les 2 cas, elle avait pris une décision à ce sujet. Elle se déplaçait efficacement, sans pas inutile, posait les assiettes sans renverser, remplissait les tasses sans qu'on le lui demande. Mais ce sont ses mains qu'il a remarquées en premier. Il y avait une tache d'encre sur son index gauche, sur le bord intérieur où le stylo reposerait si vous écriviez. Pas une bavure, une tache, le genre qui s'accumule après des jours à écrire de la même manière au même endroit. Ce n'était pas une marque de serveuse, c'était une marque d'écrivain ou de comptable. Quelqu'un qui mettait beaucoup de mots ou de chiffres sur papier régulièrement avec le même stylo dans la même position. Elle est venue à sa table avec un verre d'eau. Elle n'avait pas demandé s'il en voulait. Il ne voulait généralement pas d'eau au petit déjeuner. Il n'a rien dit. Elle l'a posé, a croisé son regard pendant exactement 1 seconde, puis a détourné les yeux. Non pas parce qu'elle était timide, mais de la manière particulière de quelqu'un qui choisit de ne pas s'attarder. « Votre steak arrive tout de suite », dit-elle. Son badge indiquait dès là. Elle est retournée au comptoir. Il l'a regardé partir. Pas de manière évidente, il a juste remarqué. Il a mangé lentement. Il mangeait toujours lentement, quand il était attentif. Le steak était bon, meilleur que bon, en fait, cuit correctement, ce qui était plus rare que ça n'aurait dû l'être. Les œufs étaient parfaits. Le biscuit qui l'accompagnait n'avait pas été commandé, mais il est apparu quand même, avec un petit plat de ce qui s'est avéré être de la confiture maison. Il n'a pas posé de questions sur la confiture, il en a juste étalé sur le biscuit, l'a mangé et a pensé au genre d'établissement qui fait sa propre confiture sans en faire la publicité. Autour de lui, le restaurant suivait son rythme matinal. May a appelé 3 des clients du comptoir par leur nom sans avoir besoin de se le rappeler. L'entrepreneur au bout du comptoir a laissé un billet de 20 pour un petit déjeuner à 9 $ et a dit à May de garder la monnaie. Elle l'a remercié avec l'aisance de quelqu'un qui n'avait pas besoin de faire tout un plat pour accepter la générosité. Della se déplaçait entre les tables du fond.
Elle s'occupait d'une table de 6 femmes qui étaient entrées ensemble, un groupe de l'église à en juger par les épinglettes assorties, et elle s'est souvenue des 6 commandes sans les noter. Il avait observé. Elle n'avait rien écrit. Ce n'était pas non plus une compétence normale de serveuse. C'était la compétence de quelqu'un qui avait entraîné sa mémoire pour quelque chose de plus difficile. Il a noté ça. Il a commandé une 2e tasse de café, puis une 3e. Il était dans la banquette depuis près d'1 heure et demie quand Della est venue poser son addition. Elle l'a placée face cachée, l'a glissée au bord de la table. Sous l'addition, il pouvait voir le bord de quelque chose d'autre. Un petit bout de papier plié, le genre de papier qu'on arrache d'un carnet de commandes. Elle n'a rien dit à ce sujet, n'a pas attiré son attention dessus, l'a juste posé là, et s'est retourné pour partir. Il a pris l'addition. Le papier plié est venu avec. Il ne l'a pas ouvert à table. Le parking derrière le Maze Diner était vide, à l'exception de sa moto et de la vieille berline Chevrolet. Les entrepreneurs étaient partis. Le groupe de l'église était parti. Le parking était calme. Il se tenait à côté de l'Indian Scout à déplier le papier. L'écriture était petite et précise, pas précipitée, mais pas non plus appliquée. C'était la façon dont cette personne écrivait réellement. Vous n'êtes pas de passage. Vous observez cet endroit depuis que vous êtes assis. Vous observez les gens comme quelqu'un qui essaie de comprendre quelque chose, pas seulement de tuer le temps. Ils viennent vendredi, mais ils ne savent pas ce qu'ils font vraiment. Elles pensent que c'est une autre offre. Ce n'en est pas une. Si vous êtes le genre de personne que je pense que vous êtes, soyez ici demain, 7 heures du matin, même table. Il l'a lu 2 fois, puis il est resté là un moment et a regardé le mur arrière du restaurant. Des briques peintes en blanc, une fenêtre avec une moustiquaire, un ventilateur d'extraction en marche. 40 ans d'activité. 40 ans à lire les salles, à lire les visages, à lire les situations avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Il avait bâti une entreprise de 3,8 milliards de dollars sur le principe qu'on pouvait dire ce que quelque chose valait avant que quiconque ne le découvre. Si on prêtait attention aux bonnes choses, il venait de se faire lire comme un livre en gros caractères par une femme de 29 ans avec une tache d'encre sur le doigt. Il n'était pas sûr de ce qu'il en pensait. Un peu déstabilisé, un peu. Et il ne l'aurait avoué à personne, impressionné. Il a plié le mot, l'a mis dans sa poche intérieure, est monté sur la moto, l'a démarré. Il n'est pas parti tout de suite. Il est resté assis un moment, pendant que le moteur se stabilisait au ralenti. Le ventilateur d'extraction à l'arrière du bâtiment continuait de tourner. Quelque part sur la route, un chien aboyait après quelque chose qu'il n'attraperait jamais. Il a pensé à ce que disait le mot. Ils viennent vendredi. Mai ne sait pas ce qu'ils font vraiment. Il a pensé à ce qu'il savait déjà. Crane Holt Development, 4e visite, vendredi. Il a pensé au nom de Marcus Crane, auquel il n'avait pas sérieusement pensé depuis des années, avait plus ou moins réussi à ne plus y penser. De la même manière qu'on arrête de penser à un certain type de temps, non pas parce qu'il a disparu, mais parce qu'on est devenu bon pour prévoir quand il arrive. Il a passé une vitesse, il serait de retour demain à 7 heures. Le Claremore Motor Inn était le genre d'endroit construit dans les années 60, avec un optimisme sincère et qui avait décliné progressivement, mais sans catastrophe, depuis lors. Le parking était fissuré. La piscine avait été comblée et transformée en une cour avec 2 chaises en plastique et une plante morte. La machine à glaçons fonctionnait. Il s'est enregistré sous le nom de Air Callaway, à payer en espèces. La femme à la réception n'a pas levé les yeux de sa télévision. La chambre 14 était assez propre. 2 lits doubles dont il n'utiliserait pas les 2. Une salle de bain avec un nouveau robinet installé dans un très vieil évier. Une fenêtre qui donnait sur le parking. Il s'est assis sur le lit et a ouvert son ordinateur portable. Pas l'ordinateur du travail. L'ordinateur du travail restait à Chicago. C'était une machine secondaire enregistrée au nom d'une filiale, avec un VPN et un historique de navigation qui ne contenait que des sites météo et des rapports sur l'état des routes. Il l'avait nettoyé avant de partir, par habitude. Il a commencé par Crane Holt Development, Marcus Crane, 61 ans, né à Stillwater, Oklahoma. Diplôme de commerce de l'Université d'État de l'Oklahoma, 1986. A commencé dans l'immobilier commercial au début des années 90. Au milieu des années 90, il achetait des propriétés en difficulté dans la région métropolitaine de Tulsa et les revendait après la reprise du marché.
Ils s'étaient rencontrés en 1999. Garrett avait 39 ans et dirigeait Wind Harbor depuis 6 ans. Marcus avait été présenté par une connaissance commune comme quelqu'un qui savait où allait le marché immobilier. Cela s'est avéré exact pendant un certain temps. Ils avaient fait 4 affaires ensemble en 7 ans. 3 d'entre elles ont bien fonctionné. L'une d'elles a bien fonctionné pour Marcus et pas pour les autres parties impliquées. Et quand Garrett a regardé d'assez près, il a découvert que Marcus savait des choses qu'il n'avait pas divulguées et avait structuré l'affaire d'une manière qui n'était pas illégale, mais qui n'était pas honnête. Garrett l'avait retiré du partenariat en 2007, il y a 17 ans. Marcus ne l'avait pas bien pris. Il n'avait rien fait de spectaculaire à ce sujet, pas de procès, pas de déclaration publique. Marcus Crane était trop prudent pour le drame, mais il y avait des signaux, petits, difficiles à tracer au fil des ans. Une affaire qui échouait à un moment inhabituel, un contact qui devenait froid. Rien qu'on ne puisse prouver, rien qu'on ne puisse affronter directement. Juste la conscience faible et persistante que quelqu'un gardait un dossier avec votre nom dessus. Crane Holt Development avait été enregistré dans le Delaware il y a 4 ans. Le Holt dans le nom était Everett Holt, et c'est là que ça devenait intéressant. Everett Holt n'apparaissait dans aucune presse économique, pas d'interview, pas d'apparition à des conférences. Son profil LinkedIn, s'il en avait un, était introuvable. Son nom apparaissait dans les documents de constitution en tant qu'actionnaire à 49% et presque nulle part ailleurs. D'après l'expérience de Garrett, un tel niveau d'invisibilité était soit le résultat d'une incompétence extrême, soit d'une délibération extrême. Étant donné que la société avait réalisé 31 transactions immobilières dans 5 États en 4 ans, l'incompétence semblait peu probable. Il a croisé les adresses, a examiné les schémas d'acquisition, puis il a ouvert le deuxième dossier que son équipe de recherche avait envoyé, celui qu'il n'avait que survolé avant de quitter Chicago. Il l'a lu plus attentivement maintenant. 9 endroits, 9 petites entreprises dans 4 États. Toutes dans des communautés adjacentes à des projets d'infrastructures fédéraux proposés ou approuvés. Toutes avec des propriétaires qui avaient initialement résisté à l'approche de Crane Holt. Toutes avaient finalement soit vendu, soit été contraintes de fermer dans les 18 mois suivant le premier contact. Il a fait défiler les adresses. Il s'est arrêté. Il est retourné en haut de la liste et l'a relu, plus lentement. Morrilton, Arkansas. Ponca City, Oklahoma. Elk City, Oklahoma. Pratt, Kansas. Il connaissait ces villes. Non pas parce qu'elles étaient célèbres, non pas parce qu'elles avaient quelque chose de particulier à recommander en tant que destination. Il les connaissait parce qu'il s'était arrêté dans chacune d'elles lors de divers voyages en octobre. Au cours des 9 dernières années, il est resté très immobile. Il a compté à nouveau. 9 endroits, 9 entreprises. Il avait visité 7 des villes de la liste. Dans certains cas, des années avant que Crane Holt ne contacte l'entreprise. Dans d'autres cas, quelques mois seulement avant. Le schéma n'était pas subtil. Une fois qu'on le voyait, le schéma disait que quelqu'un avait suivi ses itinéraires. Pas pour obtenir des informations sur ce dans quoi il investissait. Il n'avait pas fait d'investissement dans la plupart de ces communautés. Il était juste passé. S'était arrêté pour de l'essence, un café, un repas. Le schéma disait autre chose. Le Maze Diner n'était pas une opportunité commerciale que Marcus Crane avait identifiée par lui-même. Le Maze Diner était un message adressé spécifiquement à Garrett Wynn, livré à la seule adresse que Marcus savait pouvoir l'atteindre. Il est resté avec cette pensée pendant un moment. La pièce était silencieuse, à l'exception du climatiseur sous la fenêtre, qui s'allumait et s'éteignait avec un bruit de quelqu'un qui se racle la gorge. Il a pensé à May Hutchins, 72 ans, tenant un restaurant que son mari avait construit en 1971 de ses propres mains. Harold Hutchins était mort il y a 4 ans. Un AVC, selon les registres de décès du comté que Garrett avait consulté plus tôt. Elle avait gardé le restaurant ouvert malgré tout, seul. Il a pensé à ce qu'il fallait pour faire ça. Pour faire tourner quelque chose quand la personne qui l'a construit avec vous est partie. Se lever chaque matin, déverrouiller la même porte, faire le même café et saluer les mêmes personnes par leur nom. Ce n'était pas rien. C'était en fait une chose importante. Le genre de chose qui nécessitait une sorte d'entêtement particulier. Pas le genre destructeur. Pas le genre qui refuse de s'adapter.
mais le genre qui maintient une forme contre la pression, qui garde une forme intacte. Non pas parce que la forme est parfaite, mais parce que quelque chose d'important vit à l'intérieur. Et Marcus Crane, ou Everett Holt, ou qui que ce soit qui dirigeait réellement cette opération, avait choisi May Hutchins et son restaurant, spécifiquement parce que cela atteindrait Garrett. C'était la partie qui lui restait en travers de la gorge. Il n'était jamais venu à Claremore auparavant, n'avait jamais visité le Maze Diner avant aujourd'hui. Donc, il ne comptait pas sur lui pour reconnaître l'endroit personnellement. Il comptait sur son processus, son habitude d'étudier la région avant un investissement potentiel. Sa prévisibilité, son itinéraire annuel d'octobre. Il l'avait étudié comme il étudiait les entreprises, et ils avaient placé cette situation particulière directement sur le chemin de sa méthode particulière de se déplacer dans le monde. Ce qui arrivait à May Hutchins n'était pas fortuit. C'était délibéré, et cela le rendait différent d'une transaction immobilière. Cela le rendait personnel d'une manière que Garrett Wynne ne permettait généralement pas aux choses d'être personnelles. Il a fermé l'ordinateur portable. Il a pensé, « Tu es plus malin que je ne le croyais, Marcus. » Puis il a pensé, « Ça va te coûter cher. » Il a éteint la lumière, s'est allongé sur le lit sans se déshabiller, a regardé le plafond. Dehors, la ville est devenue silencieuse, comme les petites villes deviennent silencieuses la nuit, complètement, sans transition, comme une porte qui se ferme. Il n'allait pas dormir avant un moment. Ce n'était pas grave. Il n'avait pas besoin de beaucoup. Il avait beaucoup de choses à penser, et demain matin, il avait un rendez-vous à 7 heures. Il était chez May à 6h50. Pas 7 heures, 6h50. Vieille habitude, si vous devez rencontrer quelqu'un, arrivez le premier. Non pas parce que ça vous donne un avantage, mais parce que ça vous permet de voir la pièce avant que la conversation ne commence. La foule du matin était plus dense qu'hier. 2 entrepreneurs supplémentaires, une femme en blouse sortant de ce qui semblait être un service de nuit quelque part, un homme d'environ 80 ans qui occupait le même tabouret au coin du comptoir, avec l'aisance inimitable d'une personne qui s'est assise exactement à cet endroit chaque matin pendant très longtemps. May était déjà en mouvement, probablement depuis des heures. Sa cuisine faisait des bruits qui suggéraient qu'elle tournait depuis 5 heures. Le café avait déjà passé sa première cafetière et entamait la seconde. Della est arrivée à 6h58. Il l'a regardée entrer par la porte de côté, pas la porte des clients, l'entrée du personnel. Elle portait un sac en toile et se déplaçait avec le calme concentré de quelqu'un qui avait un plan pour les 10 prochaines heures et qui l'exécutait déjà. Elle est allée directement à l'arrière, sans regarder la salle. 2 minutes plus tard, elle est revenue avec son tablier et s'est dirigée directement vers sa banquette. Elle s'est assise en face de lui. C'était inhabituel. Le personnel ne s'asseyait pas avec les clients, mais elle l'a fait sans cérémonie, comme si c'était simplement la prochaine chose logique à faire. Elle n'avait pas de café. Elle avait l'air d'en avoir déjà bu un, peut-être 3. « Vous êtes revenu, dit-elle. J'ai dit que je le ferais. » Elle l'a regardé un moment, directement, en l'évaluant. « Combien de choses savez-vous déjà ?» Il a réfléchi à la question. Il pouvait être prudent ici, ne révéler que ce qui était nécessaire. C'était généralement son approche. L'information était un levier, et on ne la donnait pas avant de comprendre à qui on avait affaire. Mais quelque chose dans la franchise de la question l'a décidé à adopter une approche différente. « Assez, dit-il. Crane Holt mène une campagne de pression coordonnée contre May depuis 8 mois. Panne du système d'eau. Je suppose que ce n'était pas accidentel. Inspection sanitaire déclenchée à intervalles réguliers. Prêt bancaire rappelé à un moment inopportun. Et vendredi, c'est la 4e approche, ce qui signifie que c'est probablement la dernière avant qu'il ne passe à quelque chose de plus formel. Il a fait une pause. Le terrain vaut environ 18 fois ce qu'ils ont offert à cause de l'autoroute. Della n'a pas réagi, pas visiblement. Elle a juste hoché légèrement la tête, comme s'il avait confirmé quelque chose qu'elle avait déjà calculé. « Quoi d'autre ?» dit-elle. Il l'a étudié. « Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a autre chose ?»« Parce que vous avez dit assez, » dit-elle. « Pas tout. Ce sont des mots différents. » Il est resté silencieux un moment. « Il y a un schéma, » dit-il. Crane Holt a déjà fait ça. 9 autres entreprises, 4 États. Le schéma est cohérent. Ils identifient des propriétés avant les annonces d'infrastructures qui ne sont pas encore publiques. Ils approchent,
le propriétaire refuse. Ils appliquent une pression par des canaux réglementaires et financiers. Le propriétaire vend ou fait faillite. Je connais les autres endroits, dit Della. Il la regarda. Pas tous, ajouta-t-elle. 6. J'en ai trouvé 6 par moi-même. Vous avez dit 9. 9 que j'ai trouvés. Il y en a peut-être plus. Elle a absorbé ça, y a réfléchi, puis, et Marcus Crane, vous connaissez ce nom, dit-il. Il m'a fallu 8 mois pour y arriver, dit-elle. Crane Holt est structuré pour garder son nom à l'écart des transactions. Everett Holt signe tout. Mais si on remonte assez loin dans les archives de l'entreprise, elle s'est arrêtée, la regardait plus attentivement. Vous connaissiez Marcus Crane avant ça. Ce n'était pas tout à fait une question. Nous avons été partenaires commerciaux pendant 7 ans, dit Garrett. Je l'ai retiré d'un partenariat en 2007, après avoir découvert qu'il avait structuré une affaire de manière malhonnête. Della a regardé la table, a traité l'information, puis elle a relevé les yeux. Donc ce restaurant n'est pas juste une opportunité immobilière pour lui. Non, c'est dirigé contre vous. Oui, elle est restée silencieuse un moment. Mae est passée avec la cafetière. Elle a rempli la tasse de Garrett sans qu'on le lui demande, a regardé Della. « Tu manges ce matin ?» a dit Mae. « Dans un instant » a dit Della. Mae a regardé entre eux. Le regard particulier d'une femme qui a observé les êtres humains pendant 50 ans et a cessé de prétendre qu'elle ne remarquait pas les choses. Elle n'a rien dit, est retournée au comptoir. Quand elle est partie, Della a dit « Comment avez-vous su qu'il fallait venir ici, à Claremore ? Mon entreprise étudie les petites entreprises dans les corridors d'infrastructure avant que les corridors ne deviennent publics, dit-il. Le Maze Diner est apparu dans l'étude. Votre situation a été signalée à cause des approches répétées de Crane Holt. Donc vous ne saviez pas que c'était lié à Crane personnellement? Pas quand j'ai quitté Chicago, dit-il. Je l'ai compris hier soir. Elle a hoché la tête lentement. Quelque chose a changé dans son expression. Pas tout à fait du soulagement, mais quelque chose de proche. Vous faites ça seul depuis 3 ans, dit-il. Elle le regarda. L'encre sur votre doigt, dit-il. Ça ne vient pas de la prise de commande. Elle a jeté un coup d'œil à sa main, puis a relevé les yeux. J'ai eu mon diplôme en comptabilité à l'Université d'Oklahoma en 2018. J'ai travaillé en audit interne dans une société immobilière à Tulsa jusqu'au début de 2022. Quand j'ai trouvé ce que j'ai trouvé dans leur livre, je l'ai documenté et je l'ai montré à mon superviseur. Elle a fait une pause. J'ai été licencié 2 semaines plus tard. La raison officielle était une restructuration. Le cabinet était lié à Crane Holt, dit Garrett. C'était une filiale d'exploitation. Je ne le savais pas quand j'ai pris le poste. Elle a croisé les mains sur la table. Je suis revenu à Claremore parce que May avait besoin d'aide après la mort d'Harold. Et j'ai continué à travailler sur ce que j'avais trouvé parce que... Elle s'est arrêtée. Parce que vous ne pouviez pas arrêter, dit-il. Elle le regarda. Oui, qu'est-ce que vous avez? 3 ans de documentation. Des dossiers financiers montrant des schémas irréguliers dans au moins 4 des acquisitions que j'ai pu retracer. 2 anciens employés de Crane Holt qui ont accepté de parler. Et un avocat spécialisé en immobilier à Oklahoma City qui examine le dossier à titre gracieux. Elle l'a dit calmement, sans se donner en spectacle, comme quelqu'un qui lit une liste qu'elle a mémorisée. Garrett a pris son café. A bu. « Qu'est-ce qu'il vous manque ?» dit-il. « Des ressources, dit-elle. L'envergure nécessaire pour transformer des documents en une affaire fédérale. Mon avocat est une seule personne avec une charge de travail complète. Ce que j'ai serait probablement suffisant pour une action civile, mais les actions civiles prennent des années et coûtent de l'argent que May n'a pas et que je n'ai pas. » Elle le regarda fixement. « Vous n'êtes pas ici juste parce que votre entreprise étudie les corridors d'infrastructure. » Il n'a pas répondu immédiatement. « Non, dit-il. Alors pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» Il a posé la tasse de café, a regardé de l'autre côté du restaurant vers Mae, qui était appuyé contre le comptoir, en écoutant l'homme d'environ 80 ans raconter une histoire qu'elle avait probablement déjà entendue et qu'elle écoutait quand même. Il n'avait pas de réponse claire. C'était inhabituel pour lui. Il avait généralement des réponses claires. La version honnête était compliquée. Il était ici parce que Marcus Crane avait mis May Hutchins sur le chemin de 17 ans de griefs accumulés. Et c'était quelque chose que Garrett ne pouvait pas ignorer sans rien faire. Mais il y avait aussi l'autre chose, la chose à laquelle il ne s'était pas encore tout à fait permis de penser, c'est que Marcus l'avait étudié assez longtemps
pour savoir exactement où placer l'appât, et cela signifiait que Garrett avait été pendant des années plus prévisible qu'il ne le croyait. Plus visible, plus lisible. Cela signifiait que l'autosuffisance qu'il avait cultivée pendant des décennies, la discipline de se déplacer dans le monde sans dépendre de personne, sans être connu, sans être trouvable, n'avait pas été aussi complète qu'il le croyait. Il avait été vu. Et May Hutchins en payait le prix. « Je suis ici, dit-il, parce que quelqu'un a choisi cet endroit spécifiquement pour attirer mon attention. Et ça a marché. Et je ne vais pas laisser ça marcher sans faire quelque chose pour la situation que ça a créée. » Della le regarda pendant un long moment. « Vous n'avez pas répondu à ma question, dit-elle. Pas entièrement. Non, admit-il. Je ne l'ai pas fait. » De l'autre côté du restaurant, le rire de May leur parvint. Calme, sincère. Le rire de quelqu'un qui avait trouvé quelque chose de vraiment drôle dans une vieille histoire qu'elle avait déjà entendue. Della la regarda. Quelque chose passa sur son visage. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les stratégies juridiques, la documentation ou le seuil d'une affaire fédérale. Elle regarda de nouveau Garrett. « Elle ne sait rien de tout ça, » dit Della. Ce n'était pas une question. Elle connaît la pression. Elle ne connaît pas l'ampleur. Della hocha la tête, baissa les yeux sur ses mains. « Harold a construit cet endroit en 1971, dit-elle. Il a coulé les fondations lui-même. May a fait les rideaux. Ils n'avaient pas assez d'argent pour embaucher qui que ce soit, alors ils ont tout fait eux-mêmes. » Elle fit une pause. « M'a raconté cette histoire la première semaine de mon retour. Elle ne la racontait pas pour être sentimentale. Elle la racontait parce qu'elle voulait que je comprenne que le bâtiment n'était pas juste un bâtiment. » Elle leva les yeux. « Elle ne vendra pas, dit Della, même si ça signifie tout perdre. »« Elle ne vendra pas, je sais, dit Garrett. Et vous allez aider. » Il pensa aux mots, à l'encre sur son doigt, aux 9 adresses qui retraçaient ses itinéraires à travers 9 mois d'octobre, à la façon dont May venait de rire d'une histoire qu'elle avait déjà entendue. Il pensa au steak de ce matin, déjà posé devant lui à son arrivée, ce qui signifiait que May avait noté sa commande de la veille et l'avait passé en le voyant entrer. Il pensa à ce que signifiait construire quelque chose pendant 50 ans, et que ce soit encore le genre d'endroit où quelqu'un commence votre commande avant que vous ne vous asseyiez. « Oui, dit-il, je vais aider. » Della hocha la tête une fois, puis elle se leva, prit son sac en toile et retourna à la cuisine pour commencer son service. Il resta avec son café, laissa le matin s'animer autour de lui. Dehors, le soleil avait dépassé les bâtiments du côté est de la route et entrait par les fenêtres avant en longs angles plats. Le jukebox dans le coin était passé à quelque chose de nouveau. Il ne reconnaissait pas la chanson, mais elle allait bien avec la pièce. Elle ne lui a pas tout dit ce premier matin. Ce n'était pas de la méfiance, c'était de la discipline. La même discipline qui l'avait fait travailler seul pendant 3 ans sans s'épuiser, sans faire d'erreurs irréparables, sans montrer son jeu à la mauvaise personne au mauvais moment. Elle lui en a dit assez pour confirmer qu'il était sérieux. Puis elle est retournée au travail. Il respectait ça. Il est revenu le mercredi après-midi. Le coup de feu du déjeuner se calmait. Elle débarrassait la table de 6 dans le coin du fond quand il est entré, et elle n'a pas levé les yeux, mais elle a incliné la tête vers la banquette. Ce banquette, bien qu'elle ne soit pas la sienne depuis assez longtemps pour être appelée ainsi, et il s'est assis et a attendu. May lui a apporté du café sans qu'on le lui demande, l'a posé, l'a regardé avec la même expression qu'elle avait utilisée la veille. Celle qui disait qu'elle remarquait les choses et avait décidé de ne pas les commenter pour l'instant. Quand Della est venue, elle portait un sac en toile. Elle l'a posé sur le siège en face de lui et s'est glissée après. Elle a ouvert le sac et en a sorti un dossier en manille. « Je vais vous montrer ce que j'ai, dit-elle, et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'abord. Allez-y. J'ai passé 3 ans là-dessus, seul, sans ressources, sans que personne ne me dise que je ne perdais pas mon temps. » Elle a posé le dossier sur la table entre eux, mais ne l'a pas encore ouvert. « Je ne vous montre pas ça, parce que j'ai besoin d'être sauvé. Je vous montre ça parce que vous avez quelque chose que je n'ai pas, et j'ai quelque chose que vous n'aviez pas jusqu'à hier. Et ensemble, ça donne quelque chose qu'aucun de nous ne peut faire seul. » Il a hoché la tête. Et elle a dit, « Si vous décidez quelque part dans ce processus que le Mays Diner est une bonne opportunity investissement, that situation est un angle profitable pour Wind Harbor, j'ai besoin de le savoir maintenant, pas plus tard. » Il la regarda fixement. «
Ce n'est pas le cas. Vous êtes sûr, Della? Il a dit son nom pour la première fois. Le terrain sur lequel se trouve le Maze Diner vaut entre 1,2 et 1,6 million de dollars quand l'autoroute passera. Ce n'est pas un chiffre qui change la donne pour mon entreprise. Ce que j'ai à gagner de cette situation est entièrement personnel, et c'est une motivation moins confortable qu'une motivation financière, d'après mon expérience. Mais c'est la vérité. Elle a soutenu son regard un moment. Puis elle a ouvert le dossier. La documentation était organisée. Il s'y attendait. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était sa profondeur. 3 ans de travail. Mais pas un travail dispersé. Pas le genre d'accumulation qui se produit quand quelqu'un agit par instinct et entêtement seul. C'était structuré. Elle avait séparé le matériel en sections. Schémas financiers, structure de l'entreprise, chronologie des approches, analyse de la pression réglementaire. La section financière seule faisait 40 pages. Elle l'a guidée méthodiquement. Elle n'a pas fait étalage de son expertise. Elle a juste expliqué ce qu'elle avait trouvé, comment elle l'avait trouvé, ce que ça signifiait. Quand elle arrivait à une section dont elle n'était pas certaine, un dépôt particulier qu'elle n'avait pas pu vérifier entièrement, elle le disait. Elle ne masquait pas les lacunes. C'était un homme qui avait passé 4 décennies à écouter des gens lui présenter des informations. Il avait un sens calibré pour savoir quand quelqu'un lui disait la vérité et quand on lui en disait une version. Della Marsh lui disait la vérité. Le cœur de ce qu'elle avait trouvé était ceci. Crane Holt Development n'était pas simplement une société immobilière qui identifiait par hasard des propriétés avant les annonces d'infrastructures. Le schéma était trop cohérent pour ça. En 4 ans et 31 transactions, Crane Holt avait un bilan parfait d'acquisition de propriétés dans des communautés où des expansions d'autoroutes ou de corridors de services publics fédéraux étaient approuvées dans les 24 mois suivant l'acquisition. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une analyse de marché sophistiquée. Cela nécessitait une connaissance avancée des approbations de projets fédéraux qui n'étaient pas encore publics, ce qui signifiait que quelqu'un à l'intérieur d'une agence fédérale fournissait ces informations. Ou quelqu'un ayant accès à quelqu'un à l'intérieur. « Vous avez trouvé la fuite, dit-il. J'ai trouvé sa forme, dit-elle. Je n'ai pas pu trouver la source. C'est au-delà de ce que je peux faire d'ici. » Il a regardé les pages devant lui, a pensé à ce que ça signifiait, ce que ça changeait. « C'est plus grand que Crane, dit-il. Oui. Et vous êtes assise là-dessus depuis 3 ans. » Elle le regarda d'un air égal. « Je n'étais pas assise dessus. Je le construisais. Il y a une différence. » Il a concédé ça d'un léger hochement de tête. « Votre avocate. Celle d'Oklahoma City, Renata Briggs, dit-elle. Elle n'est pas juste une avocate. » Il a attendu. « Elle a été au FBI pendant 11 ans, dit Della. Division des droits civiques, puis crimes financiers. Elle est partie il y a 4 ans et a ouvert son propre cabinet. Elle est spécialisée dans les cas de fraude complexes. Et elle travaille là-dessus avec vous. Elle examine ce que je lui envoie. Elle m'a dit, il y a 8 mois, que ce que j'avais était convaincant, mais pas suffisant. Elle a dit, Della a fait une pause, et pour la première fois, il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas tout à fait contrôlé. Elle a dit, continuez à le construire. Vous y êtes presque. Il a regardé le dossier, 3 ans de presque là. Quand a-t-elle dit ça? Il y a 8 mois, à peu près, au moment où la pression sur Mae a commencé à s'intensifier. Oui? Il a fermé le dossier, l'a repoussé vers elle l'a mis dans le sac, sans cérémonie. « De quoi Renata Briggs a-t-elle besoin pour faire avancer ça ?» dit-il. Della a sorti un plus petit morceau de papier, une liste, écrite à la main. Elle l'avait préparée. Il la regarda. « Vous saviez que je poserais cette question. J'espérais que vous le feriez, dit-elle. Il a pris la liste, l'a lue. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis, je peux avoir la plupart de ça en 48 heures. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans le Maze Diner le mardi matin, Della Marsh avait l'air sur le point de pleurer. Elle ne l'a pas fait. Elle a cligné des yeux 2 fois, a pincé les lèvres, a regardé la table, puis elle a relevé les yeux. « D'accord, dit-elle. Parlons de la manière de procéder. Il a remarqué le problème avec Boyd le mercredi soir. Il avait été dans le restaurant la plupart de l'après-midi. Pas de manière ostentatoire, mais présent, buvant du café, mangeant occasionnellement quelque chose. Il s'était positionné comme le genre de voyageur qui n'était pas particulièrement pressé, ce qui n'était pas entièrement une couverture. Boyd Hutchins était arrivé il y a 2 mois,
d'après ce qu'il pouvait reconstituer à partir d'observations occasionnelles et des références de May. Il avait 24 ans, le petit-fils du défunt frère de May, assez éloigné pour que Garrett n'ait pas initialement fait le lien familial. Il avait été présenté aux habitués comme quelqu'un qui donnait un coup de main. Il ne donnait pas un coup de main comme quelqu'un qui veut aider. Il faisait le minimum, se déplaçait lentement, faisait la vaisselle quand on le lui demandait, balayait quand on lui montrait le balai. Les gestes de présence sans le poids de l'investissement. Ce n'était pas inhabituel chez les jeunes, mais ce n'est pas ce qui a attiré l'attention de Garrett. Ce qui a attiré son attention, c'est le téléphone. Boyd le gardait face cachée sur la surface la plus proche. Chaque surface, le comptoir, la table d'appoint près du débarras, la chaise de pause dans le couloir de la cuisine. Partout où il le posait face cachée, automatiquement, sans y penser. C'était l'habitude de quelqu'un qui ne voulait pas que les autres voient les notifications. Il a également quitté le restaurant 2 fois entre 3 et 6 heures de l'après-midi. Les 2 fois pour environ 10 minutes, les 2 fois sans explication. Il est sorti par la porte de côté. Garrett l'a observé depuis la fenêtre. Il se tenait dans la ruelle et regardait son téléphone. La 2e fois, il semblait taper un message. Il évitait également le contact visuel avec Garrett spécifiquement, pas avec tout le monde. Il regardait May dans les yeux, les habitués, Della. Avec Garrett, il regardait le sol, le comptoir ou le lointain. C'était une information. Il a approché Boyd le mercredi soir, juste avant la fermeture. Il ne l'a pas fait de manière spectaculaire, ne l'a pas pris à part ou n'a pas créé un moment. Il a simplement pris sa tasse de café vide, s'est dirigé vers le comptoir latéral où Boyd remplissait les sucriers et a dit sans préambule « Depuis combien de temps sont-ils en contact avec toi ?» Boyd s'est figé. Il a gardé la voix basse, non menaçante, factuelle. « Je ne demande pas si c'est arrivé », a dit Garrett. « Je demande depuis combien de temps ?» Boyd a posé le sucrier, a fixé le comptoir. « 6 semaines, dit-il. » Sa voix avait 24 ans et environ 17 ans en même temps. Qu'est-ce qu'ils ont offert? Ils ont remboursé une dette. Il a fait une pause. 11 000 $. C'était à cause de jeux en ligne. Je sais comment ça sonne. Il a finalement levé les yeux. Son visage était misérable, comme le sont les visages des gens qui portent quelque chose qu'ils ne devraient pas avoir à porter seuls. Ils ont dit que tout ce que j'avais à faire, c'était de leur faire savoir si des étrangers entraient, des hommes d'affaires, des gens de l'extérieur qui semblaient intéressés par l'endroit. Et tu as signalé quand je suis arrivé. Il a hoché la tête, a de nouveau regardé le comptoir. Je leur ai envoyé une photo de ta moto. Garrett a absorbé ça, a pensé à la chambre du Claremore Motor Inn, le sac déplacé de quelques centimètres. Il avait supposé que c'était le service de ménage. Il s'était trompé. Boyd. Il a attendu que le jeune homme le regarde. Quel âge avais-tu quand ton père est mort? Boyd a cligné des yeux. La question venait d'un endroit inattendu. 19 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'y avait pas grand-chose. J'ai bougé un peu, surtout dans la construction. J'ai pris de mauvaises habitudes. Il l'a dit platement, sans demander de sympathie. Mais m'a dit que je pouvais venir l'aider quand j'aurais besoin de me remettre sur le droit chemin. C'était il y a 2 mois. Garrett a hoché la tête. Il a pensé à l'atelier d'usinage de Tulsa, en 1983. 24 ans, ce qui n'était pas beaucoup plus vieux que Boyd maintenant. La clé dynamométrique qui glisse, le chiffon d'atelier, la décision de finir le travail quand même, parce que l'alternative était de rentrer à la maison sans salaire, et il n'y avait pas assez à la maison pour absorber une journée sans salaire. Il a pensé au désespoir particulier d'être jeune, endetté, et de se voir offrir une porte de sortie par quelqu'un qui fait paraître ça simple. « Tu ne savais pas ce qu'ils essayaient de faire à May, » dit-il. Boyd le regarda. « Est-ce que ça a de l'importance? »« Oui, » dit Garrett. « Ça a de l'importance. Ça ne répare rien, mais ça a de l'importance. » Boyd est resté silencieux un moment. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » Garrett a regardé de l'autre côté du restaurant vers May, qui essuyait le comptoir avec un torchon qu'elle possédait probablement depuis 15 ans. Elle fredonnait quelque chose pour elle-même, ne savait pas qu'il parlait, ne savait rien de tout ça. « Maintenant, tu as le choix, » a dit Garrett. « Tu continues à faire ce que tu as fait, ou tu nous aides. Mais si tu nous aides, ils pourraient découvrir que tu as changé de camp. Ces gens ne sont pas prudents quand ils se sentent acculés. Tu comprends ce que je te dis? »
Boyd est resté silencieux pendant un long moment. Puis, elle m'a accueilli sans me poser une seule question sur où j'avais été ou ce que j'avais fait. Elle a juste dit qu'il y avait une chambre à l'étage et que le dîner était à 6 heures. Il a fait une pause. « Qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse ?» Garrett le regarda fixement. « Mais quand je le ferai, tu suivras les instructions à la lettre. Rien de plus. Rien d'improvisé. » Boyd a hoché la tête. Et Boyd, il a attendu. « Ne le dis pas à May. Pas encore. » Le visage de Boyd s'est crispé. « Cette partie-là ne me plaît pas. »« À moi non plus, » a dit Garrett. « Mais c'est pour sa sécurité. » Il en est resté là, a pris sa tasse de café et retourné à sa banquette. Par la fenêtre, Claremore s'assombrissait. Les lampadaires s'allumaient un par un, descendant la route loin du restaurant en une lente chaîne. Il s'est assis, a pensé. 3 jours jusqu'à vendredi. Les pièces étaient en place, ou commençaient à l'être, mais il avait été dans assez de situations difficiles pour savoir que les pièces en place et la situation sous contrôle étaient 2 choses différentes. Et la nuit avait une façon de réarranger les pièces qu'on pensait régler. Le jeudi s'est passé tranquillement. C'était trompeur, et il le savait. Le calme avant ce genre de choses n'était jamais vraiment calme. C'était le souffle retenu avant l'expiration. Il a passé le jeudi à passer des appels. Pas depuis la chambre de motel, mais depuis une aire de repos à 20 km de la ville, moteur éteint et le froid matinal entrant par la fenêtre. Ses avocats à Chicago, son équipe de recherche. 2 personnes avec qui il avait travaillé au fil des ans et qui avaient des compétences spécifiques dont il avait besoin maintenant. Il n'a pas expliqué plus que ce que chaque personne avait besoin de savoir. Il ne le faisait jamais. Il a également appelé Renata Briggs à Oklahoma City. L'appel a duré 22 minutes. À la fin, elle a dit « Monsieur Wynne, j'attends depuis 14 mois que quelque chose comme ça bouge. »« 14 mois » dit-il. « Pas 3 ans. J'ai commencé à prendre ça au sérieux il y a 14 mois, dit-elle, quand le schéma est devenu indéniable. Une pause. Della a construit ça plus longtemps que moi. On ne lui rend pas assez justice pour ce qu'elle a assemblé. J'en suis conscient, dit-il. L'êtes-vous? Pas une question, une observation. Il n'y a pas répondu. Vendredi, dit-elle, je serai disponible. Il a raccroché. Est resté assis dans la voiture un moment, à regarder un semi-remorque passer à toute vitesse sur l'autoroute et faire légèrement tanguer la voiture dans son sillage. Il est retourné à Claremore. Le vendredi matin est arrivé, gris et froid. L'octobre dans le nord-est de l'Oklahoma faisait ça. Changeait sans prévenir, chutait de 10 degrés pendant la nuit, mettait un ciel bas et plat sur tout, ce qui faisait paraître les distances plus longues qu'elles ne l'étaient. Le genre de matin qui sentait le tournant de l'année. Garrett était chez May à 6h30, pas pour un café. Il était assis sur le parking dans la voiture qu'il avait louée la veille à Tulsa et il observait le bâtiment. Les lumières de May étaient allumées à 6h30. Elles étaient toujours allumées à 6h30. Il avait appris ça d'elle. La lumière de la cuisine d'abord, vers 5h45. Puis les lumières de la salle à manger à 6h. Puis l'enseigne à 6h15. Elle ouvrait la porte à 6h30. Quel que soit le temps, quel que soit le nombre de personnes qui attendaient. Personne n'attendait ce matin. Ça arrive parfois. Matin froid, mauvais temps. Les habitués venaient plus tard ou ne venaient pas du tout. Ma ouvrait quand même. C'était aussi quelque chose qu'il avait appris d'elle. À 7h15, 2 véhicules qui n'avaient rien à faire là sont entrés sur le parking. Un Ford F-250 blanc sans plaque d'entrepreneur et sans nom d'entreprise sur la portière et un Chevrolet Suburban bleu foncé qui avait l'air d'avoir été loué pour l'occasion. Trop propre pour un camion de travail, trop simple pour un véhicule personnel. 3 hommes sont sortis. 2 du F-250, tous 2 dans la trentaine, tous 2 avec la carrure large et délibérée de personnes censées se tenir en arrière-plan et être remarquées, et un du Suburban, plus âgé, bien habillé de la manière particulière de quelqu'un qui veut que vous sachiez qu'il est bien habillé sans que ce soit évident. Fin de la cinquantaine, des tempes argentées, une mallette. La mallette était inutile pour ce que Garrett soupçonnait qu'ils étaient venus faire. La mallette était du théâtre. Il les a regardés entrer. Il a attendu 4 minutes, puis il est sorti de la voiture et les a suivis. À l'intérieur, May était derrière le comptoir, se tenant très droite, tenant un morceau de papier. Elle ne le lisait pas, elle l'avait déjà lu. Elle le tenait juste.
L'homme bien habillé parlait. Les deux du F-250 étaient positionnés près de la porte. Pas de manière menaçante, juste là, occupant l'espace qu'un client normal occuperait, sauf qu'il n'avait rien commandé. Della était au bout du comptoir. Son visage était impassible, le genre d'impassibilité qui demande un effort. Boyd était dans l'embrasure de la porte de la cuisine, là où Garrett lui avait demandé d'être. Garrett est entré, sans se presser, est allé au comptoir, s'est assis sur un tabouret. May l'a regardé. Son visage était calme, mais ses yeux faisaient quelque chose de compliqué. L'homme bien habillé s'est arrêté dans ce qu'il disait, a regardé Garrett. L'a jaugé de la manière exercée de quelqu'un qui jauge les gens régulièrement. « Nous avons une conversation privée », a dit l'homme. « Je vois ça », a dit Garrett. Il a regardé May. « May, est-ce une conversation privée que vous vouliez avoir ?» Elle a regardé le papier dans sa main. Puis Garrett. « Non », dit-elle doucement. Clairement, l'homme a regardé Garrett avec plus d'attention maintenant. « Monsieur, je vais devoir vous demander de... »« Pour qui travaillez-vous » a dit Garrett. Une pause. « Je représente Crane Holt Development. C'est le nom de l'entreprise, » a dit Garrett. « J'ai demandé pour qui vous travaillez. » L'expression de l'homme a très légèrement changé. « Je ne sais pas ce que vous... » « Everett Holt, » a dit Garrett. « Où est-il » L'homme s'est figé. « Je vais deviner, » a dit Garrett, « que M. Holt n'est pas en Oklahoma aujourd'hui. Je vais deviner qu'il préfère que d'autres personnes mènent ces conversations pour que son nom reste hors des registres. » Il a regardé le papier que May tenait. Qu'est-ce que c'est? C'était un avis du service de santé du comté, citant le Mays Diner pour de graves violations sanitaires découvertes lors de l'inspection de la semaine précédente, ordonnant la suspension immédiate des services de restauration en attendant un examen complet. Il l'a regardé pendant 10 secondes. A remarqué 3 choses. Le nom de l'inspecteur n'apparaissait pas dans le registre de l'État qu'il avait consulté la veille. La date de l'inspection était indiquée comme le 14 octobre, qui était un dimanche, et le sceau en bas à droite était décalé, imprimé et non gaufré. « Ce document est un faux, » dit-il. La mâchoire de l'homme bien habillé s'est crispée. « Et les deux messieurs près de la porte » a dit Garrett sans les regarder. « Ils sont là pour s'assurer que May prend ça au sérieux, au cas où les papiers seuls ne seraient pas assez persuasifs. » Il s'est finalement tourné pour les regarder, a soutenu leur regard un moment, puis s'est retourné. Il a sorti son téléphone, a passé un appel, une sonnerie, 2. « Ça se passe maintenant, » dit-il. « Oui, entrez. » Il a rangé le téléphone. L'homme à la mallette l'a regardé. « Je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Je m'appelle Garrett Wynne, » dit-il. « Vous pourrez chercher ce nom plus tard, si vous voulez du contexte. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est que vous avez 2 documents frauduleux. L'avis de santé et, je suppose, une sorte d'avis d'accélération de prêt bancaire que May a reçu par la poste cette semaine. Les 2 vont être examinés par le bureau du procureur général de l'État de l'Oklahoma que j'ai contacté hier. La porte s'est ouverte. 2 policiers de l'État de l'Oklahoma sont entrés en premier. Puis une femme à qui Garrett avait parlé au téléphone, mais qu'il n'avait jamais rencontrée en personne. Taille moyenne, début de la cinquantaine, portant une veste sombre et un étui qui n'était pas une mallette, et n'était pas du théâtre. Renata Briggs a regardé la pièce, l'a évaluée efficacement. Elle a regardé Garrett. Il a hoché la tête. Elle a regardé l'homme bien habillé. « Monsieur, je m'appelle Renata Briggs. Je suis une avocate travaillant avec le bureau du FBI de Tulsa sur une enquête en cours concernant Crane Holt Development. » Elle a montré sa carte d'identité. « J'aimerais vous poser quelques questions. » L'homme a regardé son téléphone. « Vous pouvez appeler votre avocat, » dit-elle. « C'est votre droit, mais je vous dirai qu'Everett Holt va avoir une conversation d'un autre genre dans les prochaines heures, et que le délai de coopération se termine rapidement. » Il a regardé Garrett. Garrett l'a regardé en retour. N'a rien dit. L'homme a posé lentement la mallette sur une table et s'est assis. May a regardé tout ça de derrière le comptoir. Elle n'avait pas bougé, n'avait pas parlé. Elle se tenait avec la droiture de quelqu'un qui avait décidé il y a longtemps que la panique était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Quand les policiers ont guidé les 2 hommes près de la porte vers une zone séparée et que Renata Briggs parlait doucement à l'homme bien habillé à la table du fond et que Boyd était sorti de l'embrasure de la cuisine et se tenait près de May. Alors, et seulement alors, May a regardé Garrett directement. Il était assis sur le même tabouret. Il avait commandé un café à un moment donné sans en être conscient.
Il était posé devant lui, intact. « Qui êtes-vous » a dit Mae. Ni hostile, ni effrayé, juste une question. Il la regarda. Il a pensé à toutes les façons dont il pourrait répondre à cette question. Les réponses prudentes, les partielles, celles qui lui diraient ce qu'elle avait besoin de savoir sans lui en dire plus que nécessaire. Il a décidé que Mae Hutchins méritait mieux qu'une réponse prudente. « Je m'appelle Garrett Wynn », dit-il. « Je dirige une société appelée Wynn Arbor Capital. Nous gérons environ 3,8 milliards de dollars d'actifs. Je suis venu à Claremore parce que votre restaurant est apparu dans une étude que mon entreprise fait sur les petites entreprises dans les zones qui sont sur le point de changer. » Il a fait une pause. « Et parce que l'homme derrière Crane Holt est quelqu'un avec qui j'ai eu une relation d'affaires il y a 17 ans qui s'est mal terminée. Il a utilisé votre restaurant pour attirer mon attention. » Mae est restée silencieuse un moment. « C'est tout ?» dit-elle. Il a presque souri. « C'est la majeure partie. » Elle l'a regardé pendant un long moment. De la même manière qu'elle l'avait regardé le premier matin, comme si elle lisait quelque chose qui prenait un peu de temps à traduire. Puis elle a pris sa tasse de café, est allée à la cafetière, l'a remplie, l'a reposée devant lui. « Buvez votre café, » dit-elle. On refroidit vite à cette période de l'année. La partie formelle de la journée a pris plusieurs heures. Déclaration, documentation, un appel téléphonique au bureau du procureur général de l'État que Renata a géré pendant que Garrett était assis dans la banquette qui était devenue sa banquette. Les deux hommes du F-250 ont été emmenés au poste du shérif du comté à 6 kilomètres de là. L'homme bien habillé, son nom s'est avéré être Dennis Carraway, et il était un avocat contractuel qui avait travaillé pour Crane Holt à 6 reprises précédentes, a vu son téléphone sécurisé et on lui a demandé poliment, mais avec une certaine fermeté, de rester disponible. Della a produit son dossier, la version complète. Renata l'a parcouru avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui espérait voir exactement ce qu'elle voyait. À 14 heures, le restaurant s'était vidé de tout le monde sauf de son personnel habituel et de Garrett. Les policiers étaient partis. Carraway était parti. Renata était retournée vers Tulsa avec la documentation de Della, ses propres notes et l'expression de quelqu'un qui avait beaucoup de travail à faire et qui s'en réjouissait. Mae a ouvert le restaurant pour les clients de l'après-midi à 13h30. 2 personnes sont entrées pour un café. Elle les a servis comme si c'était un jeudi ordinaire, ce qui n'était pas le cas, mais qu'elle a traité comme tel malgré tout. À 15h, le restaurant était calme. Mae est venue à la banquette de Garrett et s'est assise en face de lui. Elle n'avait jamais fait ça avant. Elle s'était tenue debout, elle avait versé, elle s'était appuyée sur le comptoir à proximité. Mais elle ne s'était jamais assise. Elle portait 2 tasses de café, en a posé une devant lui et a gardé l'autre pour elle. Elle l'a regardé. « Vous devez me dire le reste, » dit-elle. Il savait que ça allait arriver. Il savait depuis le matin que cette conversation l'attendait. Il lui a tout raconté. Marcus Crane, le partenariat de 7 ans et comment il s'est terminé. Les 17 ans de distance qui s'étaient avérés être autre chose que de la distance. Les 9 endroits, les itinéraires qu'il avait pris lors de ses voyages d'octobre que quelqu'un avait cartographiés à son insu. Le fait que le Maze Diner avait été choisi non seulement pour la valeur de son terrain, mais parce qu'il l'atteindrait. Elle a écouté comme elle faisait tout, sans interruption, sans se donner en spectacle, assimilant les informations à son propre rythme. Quand il a fini, elle est restée silencieuse un moment. Le café dans sa tasse avait probablement refroidi. Elle ne l'a pas bu. Puis, elle a dit « Boyd ?» « Oui. » Elle a hoché la tête lentement, a absorbé l'information. « Il vous a dit 6 semaines. » « Oui. » Elle est restée silencieuse à nouveau. « Il a 24 ans, dit-elle. Son père est mort quand il en avait 19, et il n'y avait personne. » Elle a regardé sa tasse. « Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que je comprends comment c'est arrivé. »« Moi aussi, » a dit Garrett. Elle le regarda. « Vraiment ? J'ai pris des décisions pour de l'argent quand j'avais son âge, dont je ne suis pas fier, » dit-il. « Pas du même genre, mais de la même catégorie. » Elle a semblé mesurer ça. Puis elle a posé la question. « En 40 ans à faire ce que vous faites, dit-elle, avez-vous déjà fait quelque chose comme ce que ce Marcus Crane a fait ?» Il savait que cette question était dans la pièce depuis qu'elle s'était assise. Il a regardé ses mains, la cicatrice, les callosités. « 2 fois, dit-il. En 1996 et en 2003. J'ai acheté des propriétés dans les 2 cas en avance,
sur des informations qui n'étaient pas publiques. Je n'ai pas menti aux vendeurs, mais je ne leur ai pas dit ce que je savais. Et ce que je savais faisait la différence entre le prix qu'ils ont accepté et ce que le terrain valait réellement. Mais elle a regardé. « Et vous vivez avec ça », dit-elle. Il n'a pas détourné le regard. « Je dors. Je ne dors pas toujours bien. Ce sont deux choses différentes. » Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Il a attendu. Il avait appris, au fil de nombreuses années, que les personnes qui valaient la peine d'être écoutées étaient celles qui prenaient leur temps avant de parler. May Hutchins était le genre de personne qui prenait son temps. Finalement, elle a dit « Harold me disait toujours, une personne ne se résume pas à la pire chose qu'elle ait faite, mais elle n'en est pas non plus libérée. Elle la porte. Et ce qu'elle fait avec ce fardeau, c'est ça la mesure. » Elle a regardé par la fenêtre. « Vous êtes revenu, dit-elle. Vous auriez pu faire une note dans un dossier et continuer votre route. » Il n'a rien dit. « Vous n'avez pas continué votre route, dit-elle. » Il a regardé son café. Ce n'était pas... Il s'est arrêté. A recommencé. « Je ne veux pas que vous pensiez que je suis revenu par pur altruisme. Il y a un enjeu personnel pour moi dans cette affaire. Marcus Crane et moi avons 17 ans de comptes non réglés. »« Je sais, » a dit Mae. « Vous m'avez tout raconté. » Elle l'a regardé directement. « Je ne vous interroge pas sur vos motivations, Garrett. J'observe ce que vous en avez fait. » Il est resté silencieux. La lumière de l'après-midi entrait à un angle bas par les fenêtres orientées à l'ouest. Le formica de la table l'a capté et l'a rendu jaune. Mae a tendu la main sur la table, a pris son café, en a bu un peu, l'a reposé. « Harold vous aurait bien aimé, dit-elle. » Ce n'était pas un compliment destiné à le faire se sentir bien. C'était une déclaration de fait, livrée comme telle. Il ne savait pas quoi répondre à ça, alors il n'a rien dit. Il aimait les gens qui avaient fait des erreurs et le savait, dit-elle. Il n'avait pas beaucoup de patience pour la perfection. Il disait que c'était généralement un mensonge. Elle a regardé le comptoir, le restaurant autour d'elle. Il aimait aussi les gens qui se montraient quand c'était difficile. Il disait que c'était le vrai test, pas ce que vous faites quand c'est facile. Elle l'a regardé de nouveau. « Alors, dit-elle, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Il lui a parlé du plan, la documentation de Della, Renata Briggs, le rôle de Boyd, l'affaire fédérale qui commençait à prendre forme, les étapes qu'ils devaient encore franchir avant que vendredi ne soit derrière eux. Elle a écouté, a posé 2 questions spécifiques, toutes 2 pratiques, toutes 2 les questions de quelqu'un qui dirigeait une entreprise depuis 50 ans et comprenait que les bonnes intentions sans logistique n'étaient que de bonnes intentions. Quand il a eu fini, elle s'est levée. Elle a pris les 2 tasses de café. Elle s'est arrêtée à côté de la table et l'a regardé. Harold a construit cet endroit parce qu'il croyait que les gens avaient besoin d'un endroit pour s'asseoir, dit-elle. Pas seulement pour manger, pour s'asseoir, pour être quelque part un petit moment, pour que quelqu'un connaisse leur nom. Elle a fait une pause. « Ne le laissez pas enlever ça à cette ville, dit-elle. C'est ce que je demande. Pas de sauver mon restaurant, pas de m'aider à garder ma terre, pas de combattre Marcus Crane pour moi. Ne le laissez pas enlever ça à cette ville. » Il a levé les yeux vers elle. « Je ne le ferai pas. » Elle est retournée à la cuisine. Il est resté assis dans la banquette un moment après ça, sans travailler, sans planifier, juste assis. Dehors, l'après-midi d'octobre s'effondrait lentement vers le soir. Le ciel s'était un peu éclairci, un peu d'or sur les bords. Un couple est entré à 16 heures, s'est assis au comptoir, et Mae les a salués par leur nom. Elle leur a apporté leur café, sans qu'on le lui demande, parce qu'elle l'avait fait assez de fois pour savoir sans demander. Il a pensé à ce qu'elle avait dit. Une personne ne se résume pas à la pire chose qu'elle ait faite. Il avait entendu des versions de cette philosophie auparavant, l'avait lu dans des livres, entendu dans des discours. May Hutchins ne l'avait lu nulle part. Elle y était arrivée après 50 ans passés derrière un comptoir, à regarder les gens aller et venir, et revenir encore. C'était différent. C'était la différence entre savoir quelque chose et l'avoir mérité. Il avait de l'argent. Il avait des ressources. Il avait apparemment une capacité à faire bouger les problèmes rapidement quand il décidait de s'y appliquer. Mais il y avait quelque chose que May Hutchins, avec 40 ans à construire une entreprise, ne lui avait pas donné. Quelque chose qui n'apparaissait dans aucun portefeuille. Il n'était pas sûr de comment l'appeler. Le plus proche qu'il pouvait trouver était la confiance de quelqu'un qui sait exactement où est sa place. Il n'avait jamais ressenti ça. Pas vraiment. Pas comme elle le ressentait. Il avait toujours été en mouvement.
toujours à mesurer la prochaine chose, toujours à se demander ce qui venait après. May Hutchins venait chaque matin, allumait les mêmes lumières, faisait le même café et saluait les mêmes personnes. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout ça, la constance, le refus de dériver, elle avait créé quelque chose qui comptait d'une manière que 3,8 milliards de dollars n'avaient pas tout à fait réussi à créer. Il a noté ça, non pas comme une leçon, mais comme une question à laquelle il penserait pendant un certain temps. Il était de retour au motel à 21 heures. Il avait dîné au restaurant. Rien de spectaculaire. Della avait terminé son service et s'était arrêté à sa banquette pendant 20 minutes pour discuter de la logistique. Boyd était sorti de la cuisine pour dire bonne nuit à May et avait brièvement croisé le regard de Garrett, de la manière de quelqu'un qui tenait quelque chose et essayait de le tenir correctement. Il était retourné au motel dans le noir. Dans sa chambre, il a ouvert l'ordinateur portable, a travaillé pendant 1 heure, a examiné ce que Renata avait envoyé. Des notes préliminaires de sa conversation avec Dennis Carraway, l'avocat contractuel. Carraway avait parlé plus que prévu. Il a fermé l'ordinateur portable à 22h30. Il n'allait pas encore dormir. Il le savait, mais il s'est quand même allongé sur le lit et a laissé le silence faire son effet. Il a pensé à la question de May. « Avez-vous déjà fait quelque chose comme ce que Marcus Crane a fait ?» Il y avait répondu honnêtement. C'était nouveau. Il ne répondait généralement pas à ce genre de questions. Il les éludait, les redirigeait, ou donnait une version de la vérité qui en couvrait la forme sans le poids. Il n'avait pas fait ça avec May, en partie parce qu'elle aurait vu clair dans son jeu, en partie parce que le fait d'être assis dans cette banquette, dans ce restaurant, à ce stade de sa vie, rendait l'évasion plus laborieuse que la vérité. Il avait 67 ans. Il avait dépensé beaucoup d'énergie au cours des dernières décennies à gérer la distance entre qui il était et qui il paraissait être. Cette distance l'avait servi. Elle lui avait aussi coûté des choses qu'il n'était pas toujours sûr de savoir nommer. Il a fixé le plafond, a écouté le cycle du climatiseur. À 23h58, son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Il l'a regardé sonner une fois, puis a répondu. « Monsieur Wynne ?» La voix était masculine, mesurée, pas celle de Marcus. Plus jeune que Marcus, avec une platitude qui était plus étudiée que naturelle. « Qui est-ce » a dit Garrett. « Quelqu'un qui observe ce que vous faites depuis mardi matin » a dit la voix. « Vous avez été bien occupé. » Garrett s'est assis, a gardé sa voix calme. « Que voulez-vous ? Je veux que vous compreniez quelque chose clairement, » a dit la voix. « Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Dennis Carraway, c'est une complication, pas une conclusion. Marcus Crane a des ressources qui vont bien au-delà de ce que vous avez déplacé aujourd'hui, tout comme les gens avec qui il est lié. Ce n'est pas une situation que vous réglez en un week-end. Je n'ai pas dit que je la réglais en un week-end, a dit Garrett. Laissez tomber, Monsieur Wynne. Prenez la documentation, donnez-la au FBI si vous y tenez. Retournez à Chicago. Le restaurant sera traité par les voies légales appropriées, et May Hutchins sera indemnisée équitablement. Garrett a regardé le mur, la peinture écaillée au-dessus du climatiseur, la lumière fluorescente dans la salle de bain. « Qui est-ce » a-t-il répété. « Quelqu'un qui vous donne un bon conseil. D'où appelez-vous » Une pause. « Est-ce que ça a de l'importance » « Pour moi, oui » a dit Garrett. Une autre pause, plus longue. « Rentrez chez vous, Monsieur Wynne. » La ligne a été coupée. Il s'est assis sur le bord du lit, a tenu le téléphone. Il a appelé son équipe de sécurité à Chicago, leur a donné le numéro, leur a dit ce dont il avait besoin. Puis, il a appelé Renata Briggs. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, ce qui lui a dit qu'elle ne dormait pas non plus. Il lui a parlé de l'appel, lui a lu le numéro. Elle est restée silencieuse un moment. « Everett Holt, dit-elle. Vous êtes sûr ? Je ne suis sûr de rien pour l'instant, dit-elle. Mais c'est le premier endroit où je chercherai. Une pause. Êtes-vous inquiet pour votre sécurité ? Il y a réfléchi honnêtement. Pas immédiatement, dit-il. C'était un appel de pression, pas une menace. Il y a une différence. C'est vrai, a-t-elle convenu. Mais la ligne entre les deux bouge. Je sais. Il a regardé la fenêtre. Le parking dehors. Le noir. Renata, à quel point ce que Della a assemblé est-il solide ? Très solide, dit-elle, sans hésitation. Garrett, je travaille sur ce cas depuis 14 mois. Ce que Della a construit seul, sans ressources, est extraordinaire. Ce que vous avez ajouté en 48 heures comble les lacunes que je ne pouvais pas combler. Une pause. Nous n'avons pas fini, mais nous sommes proches.
Il a hoché la tête, seul dans une chambre de motel, ce qui rendait le geste dénué de sens, mais il l'a fait quand même. « Je ne rentre pas chez moi, dit-il. »« Je ne pensais pas que vous le feriez, dit-elle. » Il a raccroché, il s'est rallongé sur le lit, n'a pas éteint la lumière. L'appel avait été conçu pour lui faire sentir que ce qu'il avait fait aujourd'hui était insuffisant, que les forces organisées contre May Hutchins étaient plus grandes que ce qui avait franchi sa porte le vendredi matin. L'appel avait raison sur ce point. Elles étaient plus grandes. Il savait à quoi ressemblait Grant. Il avait passé 40 ans à construire quelque chose en présence de Grant, à rivaliser avec Grant, et à être parfois la grande chose dont les autres avaient peur. Grant ne lui donnait pas envie de rentrer chez lui. Grant lui donnait envie d'être prudent. Il s'est levé, a fait une liste sur un bloc-notes, a passé en revue les prochaines étapes avec la précision de quelqu'un qui était déjà passé par là, dans des configurations différentes, des enjeux différents, des visages différents, des villes différentes, mais la même forme essentielle. Quelque chose qui ne devrait pas être menacé l'était. Quelqu'un avait les ressources pour l'arrêter. Il se trouvait être ce quelqu'un. Il a écrit pendant 45 minutes. Quand le bloc-notes a été plein, il l'a posé sur la table de chevet. Dehors, la nuit d'octobre était devenue complètement immobile. Pas de vent, pas de voiture. Juste le silence particulier d'une petite ville à minuit, qui était différent de tout autre silence au monde. Plus profond en quelque sorte, plus permanent. Le silence d'un endroit qui était là bien avant ses habitants actuels et qui s'attendait à être là bien après. Le Maze Diner était ouvert depuis 53 ans, avait survécu à des récessions, à un déplacement d'autoroute qui avait presque coupé son trafic, à la mort de l'homme qui l'avait construit, et à 4 mois de pression systématique de la part de gens avec de l'argent et de l'intention. Il avait un poids, un élan. Il a pensé à ce que May avait dit, ne les laissez pas enlever ça à cette ville. Il a éteint la lumière. Il serait debout à 5h30. Il y avait du travail à faire. Le samedi matin est arrivé, clair et dégagé. Le gris s'était dissipé pendant la nuit. Le ciel au-dessus de Claremore était du genre de bleu qui suit un front froid, vif, haut, sans douceur. Le genre de bleu qui rend les choses plus réelles qu'elles ne le sont habituellement. Un Garrett était debout à 5h15. Il avait dormi 4 heures. C'était suffisant. Ça avait toujours été suffisant. Ce qui était soit un don, soit une séquelle d'années à ne pas s'autoriser plus. Il avait arrêté d'essayer de savoir lequel. Il a conduit jusqu'à une station-service à 5 km du motel, a acheté un café à la machine, est resté sur le parking dans le froid pour le boire, et a regardé la terre plate dans toutes les directions. Il avait une liste, il avait un plan, il avait des pièces qui devaient bouger dans un ordre spécifique. Ce qu'il n'avait pas encore, c'était la certitude, ce qui n'était pas grave. La certitude était pour les gens qui n'avaient jamais fait de choses difficiles auparavant. Les gens qui avaient fait des choses difficiles opéraient sur la probabilité et la préparation, et la volonté de s'adapter quand la situation s'adaptait en premier. Il est remonté dans la voiture. À 6h40, il était chez May. Ils se sont retrouvés dans la cuisine, pas dans la salle à manger. La cuisine, avant l'arrivée des clients du matin. May était déjà à la plaque de cuisson. Elle n'a pas arrêté de cuisiner quand Garrett est entré. Elle a désigné un tabouret près du comptoir de préparation et a continué à travailler. Della est arrivée à 6h50. Boyd est descendu de la chambre à l'étage à 6h55, l'air de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup dormi non plus. Personne n'a joué la comédie du bonjour. Ils ont juste occupé l'espace. May a glissé des assiettes devant chacun d'eux sans qu'on le lui demande. Œufs, toasts, bacon. Elle est retournée à la plaque de cuisson. Garrett a regardé Della, puis Boyd, puis il a parlé. Il a exposé les choses clairement. 3 directions, 3 rôles se déplaçant simultanément. La première direction était celle de Della, tout ce qu'elle avait construit en 3 ans. Les dossiers financiers, les dépôts d'entreprise, l'analyse des schémas, les 2 anciens employés de Crane Holt qui avaient accepté de parler. Tout était maintenant entre les mains de Renata Briggs, mais il y avait une lacune. Les 9 endroits que Garrett avait identifiés, grâce à ses propres recherches, se chevauchaient avec 6 que Della avait trouvés. 3 étaient nouveaux pour elle. 2 de ces 3 contenaient des transactions immobilières qui ne correspondaient pas au schéma qu'elle avait documenté. Elles étaient structurées différemment,
ce qui suggérait une deuxième méthodologie, une deuxième personne prenant des décisions, ce qui confirmait ce que Garrett soupçonnait à propos d'Everett Holt. Il ne se contentait pas de signer des papiers. Il menait une piste parallèle. Le travail de Della était de croiser les 3 nouveaux endroits avec tout ce qu'elle avait. Trouver le fil qui reliait la méthodologie de Holt à celle de Marcus Crane. Donner à Renata quelque chose qui transformait 2 schémas distincts en une seule opération coordonnée. Ça, c'est le seuil pour une affaire fédérale, Rico, dit Della à voix basse. Elle mangeait du toast, mais à peine. Si nous pouvons montrer la coordination. C'est ce que Renata a dit. Della a hoché la tête. Elle savait déjà ce qu'elle cherchait. Elle le cherchait depuis 3 ans. Elle n'avait juste pas eu les 3 endroits supplémentaires pour compléter le tableau. Elle a quitté la table à 7h10. Est allée dans le petit bureau que May gardait à côté du débarras. Un bureau, une lampe, une chaise qui avait connu des jours meilleurs. Della y travaillait le soir depuis des mois. N'avait jamais demandé sur quoi elle travaillait. Elle le savait maintenant. La deuxième direction était celle de Garrett. L'appel téléphonique de la nuit précédente provenait d'un numéro que son équipe de sécurité avait retracé jusqu'à un téléphone prépayé acheté à Tulsa il y a 6 jours. L'achat lui-même était intraçable, mais l'antenne relais qui avait géré l'appel se trouvait dans une zone spécifique de Tulsa, un quartier commercial du côté sud. Et il y avait 3 hôtels dans ce quartier où une personne qui ne voulait pas être à Claremore, mais devait être proche de Claremore, pourrait séjourner. Il a passé 3 appels le samedi matin. Le 3e a trouvé ce qu'il cherchait. Everett Holt s'était enregistré au Marriott Tulsa Southern Hills le jeudi soir, sous le nom d'Edward Holbrook. La chambre était réservée via un compte d'entreprise enregistré au nom d'une société de conseil du Delaware. Il était à 90 km. Garrett a passé un autre appel à Renata. Lui a donné le nom de l'hôtel et le numéro de la chambre. « Ne bougez pas sur lui pour l'instant », a dit Garrett. « Pourquoi pas ? Parce que l'arrêté maintenant ferme une porte dont nous avons encore besoin, dit-il. Boyd n'a pas encore passé son appel. Une pause. De combien de temps avez-vous besoin? 24 heures, dit-il. Peut-être moins. Elle est restée silencieuse un moment. Ce que vous me demandez de faire, c'est de retenir une information qui pourrait être pertinente pour une enquête fédérale active. Je vous demande de faire un jugement sur le timing, dit-il. Vous construisez ce dossier depuis 14 mois. Vous savez mieux que moi si agir maintenant ou agir demain constitue un meilleur dossier. Pause plus longue. Demain, dit-elle. Mais Garrett, si quelque chose change, si la sécurité est en jeu, alors nous agissons immédiatement, dit-il. Compris. La 3e direction était Boyd. Garrett lui a expliqué pendant que May installait les premiers clients du matin. Les bruits d'un samedi normal, au May's Diner, ont commencé à remplir le bâtiment autour d'eux. Boyd allait contacter le numéro auquel il avait fait ses rapports. Il allait dire que Garrett était toujours à Claremore, qu'il semblait prévoir de rester tout le week-end, qu'on l'avait vu passer des appels depuis une voiture garée à l'extérieur de la ville. Tout ça était vrai. Il allait aussi dire qu'on avait vu Garrett prendre des photos sur le parking d'un entrepôt de stockage au nord de Claremore. 3 photos, puis partir rapidement. Ce n'était pas vrai, mais il y avait un entrepôt de stockage au nord de Claremore. Et Crane Holt avait une présence physique de dossier dans cet entrepôt. Un box loué sous le nom de la même société de conseil du Delaware qui avait réservé la chambre d'hôtel d'Everett Holt. Si Holt croyait que quelqu'un regardait cet entrepôt, il aurait une décision à prendre. Soit déplacer ce qu'il y avait dans ce box, soit aller le voir lui-même. L'une ou l'autre option lui dirait quelque chose. Boyd a écouté les instructions 2 fois, n'a posé aucune question la première fois, a posé 2 questions spécifiques la 2e fois. Toutes 2 pratiques, toutes 2 les bonnes questions. Exactement comme ça, a dit Garrett. Rien de plus. Boyd l'a regardé. Et s'il me demande de faire autre chose que de simplement rapporter? Alors tu dis que tu as besoin de temps pour réfléchir à la manière de le faire. Tu ne dis ni oui ni non. Tu gagnes du temps et tu m'appelles. Boyd a hoché la tête. Sa mâchoire était serrée. Il avait peur, Garrett pouvait le voir, mais c'était le genre de peur utile, celle qui aiguise l'attention plutôt que de la faire s'effondrer. Boyd. Il a attendu que le jeune homme croise son regard. Tu n'es pas seul là-dedans. Boyd a regardé l'assiette devant lui. Les œufs que May y avait mis sans demander. Je sais, dit-il. C'est encore nouveau pour moi. Garrett a pensé à 1983, au chiffon d'atelier, à la décision de finir le travail. Il n'a rien dit.
Parfois, la chose la plus utile que vous pouviez offrir à quelqu'un était simplement le fait de votre présence dans la même pièce. Il a pris son café, a laissé le matin commencer. Boyd a passé son appel à 9h15 le samedi matin. Garrett était sur le parking d'une quincaillerie à 2 pâtés de maison de chez May, moteur éteint, regardant son téléphone. Boyd a envoyé un texto à 9h22. Ils ont posé des questions. J'ai répondu comme tu as dit. Ils ont dit qu'ils me recontacteraient. Garrett a répondu par texto. Bien. Rentre à l'intérieur. Agis normalement. Normal était une barre haute à franchir quand on attendait que quelque chose se passe. Mais Boyd est rentré à l'intérieur et d'après ce que Garrett pouvait voir par la fenêtre du restaurant, il y est parvenu. À 10h40, le contact de sécurité de Garrett à Tulsa a appelé. Un véhicule a quitté le Marriott Southern Hills à 10h22, a dit le contact. Direction nord sur la 51. Nous le suivons. Un seul occupant. Un seul occupant. Un homme, correspondant à la description que vous nous avez donnée. Garrett a démarré la voiture. Il a appelé Renata en conduisant. Il bouge. Combien de temps? 40 minutes peut-être. Ça dépend de sa prudence. Je serai là dans 35 minutes, dit-elle. L'entrepôt de stockage au nord de Claremore était le genre d'endroit qui existait dans toutes les villes de taille moyenne du pays et était presque invisible jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Un long bâtiment bas en retrait de la route, des portes métalliques enroulables peintes de la même teinte de beige institutionnel. Une clôture en grillage avec une entrée à clavier. Garrett s'est garé sur la route au nord de l'entrepôt et a attendu. Renata est arrivée 12 minutes plus tard, s'est garée derrière lui, est sortie et s'est appuyée contre sa voiture avec le calme de quelqu'un qui passait beaucoup de temps à attendre dans des parkings que les choses se développent. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé. Non pas que ça ait de l'importance, mais la voix au téléphone avait construit une image physique différente. Vous avez l'air de quelqu'un qui a dormi 4 heures, dit-elle. Plutôt 4h30, dit-il. Elle a regardé l'entrepôt. Le seul véhicule sur le parking, un pick-up argenté qui ne correspondait pas à la description du véhicule de Holt. Votre filature l'a toujours en vue? Il a quitté la 51 il y a environ 8 minutes, a dit Garrett. Il prend les routes secondaires. Soit il est prudent, soit il prend juste son temps. Ça pourrait être les deux. Ils ont attendu. À 11h50, un SUV Chevrolet bleu foncé, un véhicule différent du Suburban de vendredi, mais avec la même allure de voiture de location, est entré sur le parking de l'entrepôt. Il s'est déplacé lentement, s'est garé près de l'extrémité du bâtiment. Un homme est sorti. Everett Holt avait 53 ans et ressemblait à quelqu'un qui avait passé toute sa carrière à être le 2e nom sur le document. Pas assez grand pour être imposant, pas assez banal pour être invisible. Le genre de visage qu'on regarde facilement sans le voir. Il s'est dirigé vers le box 34, a utilisé une clé, pas un code, a ouvert la porte et s'est tenu un moment à l'intérieur, regardant à l'intérieur. Puis il a sorti son téléphone et a passé un appel. Il ne pouvait pas l'entendre d'où ils étaient garés. Pas besoin. Renata a sorti son téléphone, a passé un appel d'un seul mot. Maintenant. 2 véhicules qui étaient sur la route derrière eux sont entrés sur le parking. Garrett est resté où il était. Cette partie n'était pas la sienne. Renata s'est dirigée vers le box de stockage à un rythme qui n'était ni tout à fait rapide, ni tout à fait lent. Le rythme de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait et le faisait correctement. Il a regardé Holt la voir arriver, a regardé le calcul traverser son visage, la séquence particulière de quelqu'un qui passe en revue les options et les trouve toutes fermées. Il a terminé son appel. Il n'a pas couru. C'était soit de la sagesse, soit la reconnaissance que courir n'aiderait pas. Renata l'a atteint, a montré ses papiers, a dit quelque chose. Holt a regardé le téléphone dans sa main. Puis il a regardé le box de stockage derrière lui. À l'intérieur du box, d'après ce que Garrett pouvait voir de loin, il y avait des boîtes d'archives, empilées proprement, peut-être une 40aine. Ce n'était pas rien. Il a appelé le portable de Renata. Elle a répondu sans le regarder. « Qu'y a-t-il dans le box ?» dit-il. « Des archives physiques, dit-elle. Sa voix était stable mais avait une qualité particulière en dessous. La qualité de quelqu'un qui vient de trouver ce qu'il cherchait. Beaucoup. Une pause. Garrett. Ça va prendre un moment. Retourner au restaurant. Il a regardé Holt, qui était maintenant assis sur le pare-choc de son véhicule de location avec un agent fédéral de chaque côté de lui. « Est-ce qu'il coopère ?» a dit Garrett. « Il le fera, dit-elle.
Une certitude sans drame. Il a été le bras exécutant de cette affaire pendant 4 ans. Il sait ce que Marcus Crane sait, et il sait ce qui arrive aux exécutants quand les choses tournent mal. Une pause. Il coopérera. Garrett a mis la voiture en marche. Il est retourné chez May. Marcus Crane est arrivé à Claremore à 14 heures le samedi après-midi. Pas de préavis, pas d'avocat avec lui, juste Marcus dans un manteau sombre, dans une voiture qui n'était pas ostentatoire, mais qui était chère, conduisant lui-même. Garrett l'a vu entrer sur le parking depuis la banquette qui était devenue sa banquette. Il a regardé Marcus s'asseoir dans la voiture un moment, juste assis, regardant le restaurant. Puis Marcus est sorti et est entré. Il avait 61 ans. Les années depuis 2007 l'avaient traité de la manière dont les années traitent les gens qui les ont passés en conflit. Pas mal exactement, mais avec une accumulation particulière. Quelque chose dans les yeux, quelque chose dans la façon dont il se tenait, la posture de quelqu'un qui avait été dans un état de tension géré pendant très longtemps. Il a regardé autour du restaurant en entrant, a trouvé Garrett dans la banquette. Il s'est approché, s'est tenu au bout de la table. Garrett l'a regardé. « Assieds-toi, Marcus, dit-il. » Marcus s'est assis. May était derrière le comptoir. Elle a regardé le nouvel arrivant, puis Garrett. Il a fait un léger signe de tête négatif. Elle est retournée à ce qu'elle faisait. Della était dans le bureau. Boyd était dans la cuisine. Personne n'est venu à la table. Pendant un moment, aucun d'eux n'a parlé. 17 ans de distance accumulée se tenaient entre eux comme des meubles que personne n'avait déplacés. Puis Marcus a dit « Everett m'a appelé. » « Je m'en doutais, » a dit Garrett. « Avant d'être placé en garde à vue, » a dit Marcus, « il a réussi à passer un appel. Il a regardé la table. Il m'a dit de te dire que l'entrepôt de stockage avait été trouvé. » « Oui. » Marcus a levé les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a dedans? »« Je n'ai pas tout vu, » a dit Garrett. Renata Briggs, si, elle semblait satisfaite. Marcus a absorbé ça. Quelque chose a changé sur son visage. Pas un effondrement, mais une sorte de tassement, comme un bâtiment qui se tasse lorsque la tension qui le maintenait dans une position anormale est enfin relâchée. Il a regardé autour du restaurant, les photos sur les murs, le jukebox, les banquettes en vinyle rouge. « Ce n'est pas ce que je voulais qu'il se passe, » dit-il. Garrett le regarda. « Alors qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe ?» Marcus a regardé ses mains sur la table. « Je voulais que tu saches ce que ça faisait, d'avoir quelque chose que tu avais construit, quelque chose que tu pensais solide, s'effondrer à cause de ce que quelqu'un d'autre a décidé. » Il a fait une pause. « En 2007, tu m'as viré. Tu as passé un appel et j'étais parti. Pas de conversation, pas de procédure. Un seul appel. Tu as commis une fraude, Marcus. C'était une seule transaction, a dit Marcus. Une seule affaire, et tu m'as rendu intouchable dans ce secteur avec un seul appel. » Garrett le regarda. « J'ai dit à 3 personnes ce qui s'était passé. Le reste, tu l'as fait toi-même. » Marcus est resté silencieux. « Tu as passé 17 ans, a dit Garrett, à construire une entreprise, à acquérir des propriétés, à mener un stratagème coordonné dans 5 États, à compromettre un employé fédéral, à menacer les moyens de subsistance d'une femme de 72 ans. » Il a fait une pause. « Pour attirer mon attention, pour que tu le ressentes, a dit Marcus. « Je l'ai ressenti, a dit Garrett. Je suis assis dedans en ce moment. » Il a regardé le restaurant autour de lui. « Ce que je ressens, c'est que tu as trouvé une femme qui a construit quelque chose de réel avec son mari pendant 50 ans, et tu l'as mise au milieu de notre dispute, sans son consentement. » Marcus n'a pas répondu. « Elle ne t'a rien fait, a dit Garrett. Elle ne savait pas qui tu étais. Elle ne savait pas qui j'étais quand je suis entré ici. Elle a juste fait du café et cuit un steak. » Il a fait une pause. « Et tu as choisi d'en faire une victime. » Le mot a atterri et est resté. Marcus a regardé la table. « Le procureur général va vouloir te parler, » a dit Garrett. « Renata Briggs va vouloir te parler. Quel que soit le résultat que tu pensais obtenir cette semaine, c'est autre chose maintenant. » Marcus a levé les yeux. « À quoi ressemble ce résultat? »« Ça dépend entièrement de ce que tu feras dans les prochaines 48 heures, » a dit Garrett. « Et qu'est-ce que tu y gagnes? » a dit Marcus. « Tu ne fais pas ça par responsabilité civique. »« Non, » a dit Garrett. « Je fais ça parce que tu as utilisé une personne qui ne méritait pas d'être utilisée, et parce que... » Il s'est arrêté. Il a regardé la fenêtre, le parking, la route au-delà, allant vers l'ouest.
Parce que je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir que ce que je fais a des effets sur des gens que je ne rencontre jamais, dit-il. Et je n'ai pas toujours été assez prudent à ce sujet. Et être assis dans ce restaurant ces 4 derniers jours à regarder une femme qui a été prudente chaque jour pendant 50 ans. Il s'est arrêté de nouveau. À regarder Marcus. Ça m'a rappelé une norme que j'ai cessé de m'imposer quelque part en cours de route. Marcus l'a regardé pendant un long moment. On dirait que tu te confesses, a dit Marcus. Peut-être, a dit Garrett. Ou peut-être que je dis juste ce qui est vrai. Un silence de la cuisine. Le bruit de quelque chose qu'on pose sur le comptoir de préparation. Du jukebox, à peine audible, quelque chose de lent et de métallique. Marcus a regardé la table, ses propres mains. « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» dit-il. C'était une petite phrase. 4 ans de travail, 17 ans de grief se compressant en 7 syllabes. « Appelle ton avocat », a dit Garrett. « Appelle Renata Briggs. Dis-lui tout ce qui concerne l'employé fédéral, pas demain, aujourd'hui. » Marcus a hoché la tête une fois, lentement. Il s'est levé. Il a regardé le restaurant une dernière fois, les photos, le jukebox, le formica, la femme derrière le comptoir qui n'avait aucune idée de qui il était. Il est parti sans rien commander. Garrett l'a regardé partir. Il est resté assis longtemps après la fermeture de la porte. Puis May est venue avec la cafetière. Elle a rempli sa tasse, a regardé la porte par où Marcus était sorti. « C'était lui ?» dit-elle. « Oui. » Elle a regardé la porte un moment de plus, puis Garrett. Elle n'a pas demandé ce qui avait été dit. Elle a juste versé le café. « Vous avez l'air fatigué, dit-elle. »« Je suis un peu fatigué, dit-il. »« Mangez quelque chose, dit-elle. » Et elle est retournée à la cuisine. Le dimanche s'est passé tranquillement. Renata a envoyé 3 mises à jour tout au long de la journée. L'avocat de Marcus avait appelé son bureau à 16h15 le samedi. Marcus lui-même était venu le dimanche matin avec son conseil et avait passé 4 heures dans une salle de conférence au bureau du FBI de Tulsa. L'employé fédéral, un coordinateur de projet de niveau intermédiaire au bureau de district de l'Oklahoma de la Hoa, avait été identifié et faisait l'objet d'une enquête. La coopération d'Everett Holt était, comme Renata l'avait prédit, étendue. Elle a appelé Garrett à 18h le dimanche soir. « Ce n'est pas fini, dit-elle. Ces choses prennent des mois, parfois plus. Mais les grandes lignes sont claires. Ce que Della a construit, combiné à ce que contenait l'entrepôt, c'est une affaire fédérale poursuivable. Plusieurs chefs d'accusation. Le Maze Diner, a dit Garrett. La situation immédiate. L'avis du service de santé était frauduleux. C'est déjà résolu. Le prêt bancaire a été examiné et l'avis d'accélération annulé. Crane Holt ne fera plus d'approche. Et le terrain? Le terrain appartient à May, a dit Renata. Il l'a toujours été. Personne n'a touché au titre de propriété. Ce que Crane Holt faisait, c'était de la pression réglementaire, financière. Il n'en était pas encore arrivé à une action en justice sur la propriété parce que May continuait de refuser. Une pause. Si elle avait tenu encore quelques mois, ce qu'elle aurait fait, ils auraient dû trouver une autre approche ou abandonner. Garrett a réfléchi à ça, à l'entêtement qui maintient une forme contre la pression. Renata, dit-il. Della Marsh? Oui. Elle a passé 3 ans à construire les fondations de ce cas, seule, sans ressources, sans que personne ne lui dise que ça en valait la peine. Je sais, a dit Renata. Assurez-vous que ça fasse partie du dossier, dit-il, quelle que soit la forme que ça prend légalement. Sa contribution. Une pause. Je l'ai déjà fait, dit-elle. Elle a été documentée comme témoin coopérant et source de preuve principale depuis le début. Son nom sera sur ce dossier. Après avoir raccroché, Garrett s'est assis dans la chambre de motel et a pensé à une femme de 29 ans avec de l'encre sur le doigt, travaillant dans un bureau à côté d'un débarras, construisant quelque chose qui nécessitait 3 ans de foi en un processus qui ne lui montrait pas encore de résultat. Il a pensé à ce qu'il fallait pour ça. Quel genre de personne soutenait ça? Il n'avait pas de réponse claire, mais il a reconnu que c'était quelque chose de rare. Il a passé la soirée du dimanche à faire quelque chose qu'il faisait rarement. Il est resté assis, sans liste, sans ordinateur portable, sans appel à passer. Il s'est assis à la petite table de la chambre 14 du Claremore Motor Inn avec une tasse de mauvais café de la machine du hall, et il a laissé les 4 derniers jours le traverser. Il a pensé à ce que May avait dit. Une personne ne se résume pas à la pire chose qu'elle ait faite.
Il portait 1996 et 2003 depuis longtemps. Pas comme une culpabilité, exactement. La culpabilité nécessitait une sorte d'engagement continu avec la chose que vous aviez faite, et il était devenu trop occupé pour un engagement continu. Il les avait portés plus comme des faits, comme des choses qu'il avait faites, et qu'il savait ne pas être justes, qu'il avait dépassé, parce que dépasser était ce que vous faisiez quand vous construisiez quelque chose. Mais assis dans cette chambre, dans une ville dont il n'avait jamais entendu parler il y a 2 semaines, il a compris quelque chose qu'il n'avait pas compris avant. Il avait dépassé ces choses en lui-même. Ce qu'il n'avait pas fait, c'était quoi que ce soit à leur sujet dans le monde. Les personnes qui avaient vendu ces propriétés en 1996 et 2003 étaient des personnes à qui il n'avait jamais reparlé. Elles avaient obtenu des prix qui étaient justes selon toutes les normes du marché. Juste pas selon la norme de ce que le terrain valait réellement pour la personne qui l'achetait. Il ne pouvait pas réparer ça maintenant. Les transactions dataient de 20 et 28 ans. Les gens étaient passés à autre chose. Le terrain avait depuis longtemps changé de main à nouveau. Mais il pouvait comprendre maintenant ce que la question de May demandait vraiment. Pas as-tu mal agi, mais connais-tu le poids de cela? Il pensait qu'il ne l'avait pas su, pas entièrement. Il l'avait su de la manière dont on connaît le poids de quelque chose, avant de l'avoir soulevé, théoriquement, de l'extérieur. Assis dans le restaurant de May, pendant 4 jours, mangeant sa nourriture, la regardant se déplacer dans ses matinées, il avait senti le poids différemment, de l'intérieur. C'était la chose que l'argent ne pouvait pas reproduire, ne pouvait pas accélérer, ne pouvait pas faire arriver, avant qu'elle ne soit prête à arriver. Il fallait être dans la bonne pièce au bon moment et avoir assez de silence autour de soi pour l'entendre. Il n'avait pas eu ce genre de silence depuis longtemps. Il est resté avec ça, a laissé l'inconfort s'installer, n'a pas essayé de le résoudre en une leçon ou un plan, a juste laissé les choses se poser. Le lundi est arrivé, chaud, le froid s'était de nouveau dissipé pendant la nuit et le matin d'octobre était doux et doré, d'une manière qui semblait être un cadeau après le gris de vendredi. Garrett était chez May à 6h30, la dernière fois. Il l'a su en arrivant. Le parking était ordinaire, 2 camions, la Buick avec le feu arrière fissuré. L'enseigne au-dessus de la porte, la même que toujours. La lumière dans la cuisine déjà allumée. Il est entré et s'est assis dans la banquette. May a apporté du café sans qu'on le lui demande. L'a posé, n'a rien dit. S'est retourné à la cuisine. Della est arrivée à 6h48. Elle est venue à la banquette et s'est assise en face de lui. Elle avait l'air différente de ce qu'elle était le mercredi matin, quand elle s'était assise pour la première fois en face de lui, avec le dossier en manille. Pas reposée exactement, mais plus légère en quelque sorte. La qualité particulière de quelqu'un qui a porté quelque chose pendant très longtemps et l'a finalement posé. Renata m'a appelé hier soir, dit-elle. Bien. Elle a dit que ma documentation allait être centrale dans l'affaire. Elle a regardé ses mains. Elle a dit que ça aurait pris beaucoup plus de temps au FBI pour construire ce que j'ai construit. Elle a dit. Della s'est arrêtée. Qu'a-t-elle dit? Della a levé les yeux. Elle a dit que c'était l'un des travaux d'enquête les plus disciplinés qu'elle ait vus en dehors d'une agence fédérale. Garrett a hoché la tête, comme si c'était la chose évidente et correcte à dire. Parce que c'était le cas. Vous n'allez pas bien prendre ça, n'est-ce pas? Dit-il. Je ne sais pas comment prendre les compliments, dit-elle. Prenez-le comme une donnée, dit-il. C'est exact. Acceptez-le. Elle a presque souri. D'accord. Il la regarda. Qu'est-ce qui se passe pour vous maintenant? Elle y a réfléchi. Je finis mon service. Je continue à travailler ici un moment. Mai a besoin d'aide et je... Elle a fait une pause. Je ne suis pas encore prête à partir. Il y a quelque chose que je veux comprendre d'abord. Qu'est-ce que c'est? Ce que je veux faire de ce que je sais, dit-elle. Les compétences, le processus d'enquête. Il y a d'autres May Hutchins, d'autres personnes qui dirigent des entreprises qu'elles ont construites de leurs mains et qui n'ont aucune idée de comment se défendre contre le genre de pression que Crane Holt appliquait. Elle a fait une pause. Ça semble être quelque chose qui vaut la peine de travailler dessus. Garrett la regarda un moment. Si vous décidez de construire quelque chose autour de ça, dit-il, faites-le moi savoir. Elle le regarda. Est-ce une offre professionnelle? C'est une observation, dit-il. De la part de quelqu'un qui sait à quoi ressemble une bonne fondation. Boyd est sorti de la cuisine à 7h15 pour installer les condiments. Il se déplaçait différemment d'il y a une semaine. Pas de manière spectaculaire.
Pas la transformation d'une histoire, juste une légère inclinaison des épaules vers l'avant. La posture de quelqu'un qui commence à habiter son propre espace. Il a croisé le regard de Garrett. Garrett a hoché la tête. Boyd a hoché la tête en retour, puis est retourné à ce qu'il faisait. Z est venue à la banquette à 7h45, pas avec la cafetière. Elle s'est assise comme elle l'avait fait le vendredi après-midi, ne portant rien, juste elle-même. Elle l'a regardé avec l'attention directe et sans hâte, qu'il avait fini par comprendre être simplement sa façon de regarder les choses. « Vous partez aujourd'hui, dit-elle. »« Oui. » Elle a hoché la tête, pas surprise. « Où ensuite, dit-elle. »« Retour à Chicago, dit-il. Je suis ici depuis 4 jours de plus que prévu. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez, dit-elle, quand vous avez commencé ce voyage. Il a pensé à la liste, aux 7 entreprises, à l'étude du corridor d'infrastructure. J'ai trouvé plus que ce que je cherchais, dit-il. Elle a accepté ça. Il a mis la main dans sa veste, a sorti une enveloppe, l'a glissée sur la table. Elle l'a regardée. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-la, dit-il. Elle l'a fait. À l'intérieur se trouvait une seule page, une lettre d'un avocat, pas Renata, un autre, expliquant la création du Claremore Community Land Trust, une entité à but non lucratif détenant le titre de la parcelle d'un demi-hectare adjacente au Maze Diner que Crane Holt ciblait. La parcelle qui augmenterait considérablement de valeur lorsque l'autoroute arriverait. Le trust avait une seule condition. Le terrain soutiendrait des entreprises communautaires et des espaces de rassemblement à perpétuité. Il ne pourrait pas être vendu à des promoteurs commerciaux. Il ne pourrait pas être subdivisé pour un usage résidentiel privé. S'il était un jour converti à un usage non communautaire, le titre reviendrait au comté pour être désigné comme parc public. Mae a lu la lettre, l'a relue. Elle a levé les yeux. « Vous avez acheté ce terrain. »« Un trust l'a acheté, dit-il, financé par un don privé. Le trust est gouverné localement. Il y a un conseil de 5 personnes du comté de Rogers, nommé par la commission du comté. Je n'en fais pas partie. » Mae a regardé la lettre. « Et le don? »« Anonyme, dit-il. » Elle le regarda. « Mais, dit-il, le don est anonyme. Ce n'est pas une négociation. » Elle a tenu la lettre un moment, l'a regardée, puis l'a posée à plat sur la table, l'a pressée doucement avec les 2 mains, comme pour lisser quelque chose qui n'avait pas besoin d'être lissé. Harold voulait agrandir le bâtiment, dit-elle, dans les années 90, ajouter un petit espace événementiel, un endroit où les gens pourraient avoir un dîner d'anniversaire, une fête de départ à la retraite, un endroit qui n'était pas un restaurant, mais pas non plus juste la maison de quelqu'un. Elle a regardé la table. Nous n'avons jamais eu l'argent, et puis les années ont passé, et nous continuons à dire « un jour ». Garrett n'a rien dit. Un jour est venu et reparti, a dit Mae. Harold était parti avant que nous n'y arrivions. Elle a regardé la parcelle décrite dans la lettre, le terrain d'à côté. Il aurait aimé ça, dit-elle doucement. Pas à Garrett spécifiquement, juste dans l'air, dans la pièce. La manière particulière de parler que les gens utilisent quand ils parlent à quelqu'un qui n'est plus là. Garrett a regardé la fenêtre, le parking, la route. Il a pensé à Harold Hutchins, qui avait coulé des fondations en 1971 et dit à Mae d'acheter de bonnes chaises. Il a pensé à ce que signifiait construire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Pas pour un retour sur investissement, pas pour la reconnaissance, juste parce que vous croyez que la chose valait la peine d'être construite et parce que vous vouliez que la personne à côté de vous l'ait. Il avait passé 40 ans à construire des choses. Il n'était pas sûr, assis dans cette banquette, d'avoir jamais construit quelque chose avec cette motivation particulière. Il a noté ça aussi, au même endroit que la question sur l'appartenance. Il s'est levé à 7h55. Mae s'est levée avec lui. Il a mis sa veste, a pris son casque. Il l'avait laissé sur le siège à côté de lui. Mae l'a accompagné jusqu'à la porte. Non pas parce qu'elle en avait besoin. Elle accompagnait parfois les clients jusqu'à la porte. Il l'avait remarqué. Ceux qui étaient là depuis un moment. C'était sa façon de dire quelque chose qui ne nécessitait pas de mots. À la porte, il s'est arrêté. Il la regarda. Elle le regarda en retour avec l'expression qu'il avait essayé de lire depuis le mardi matin et qu'il avait finalement comprise. Ce n'était pas de l'évaluation. Ce n'était pas de la chaleur. Exactement. Ou ce n'était pas seulement de la chaleur. C'était l'expression de quelqu'un qui voyait les choses clairement et avait fait la paix avec ce qu'elle voyait.
Elle l'avait regardé de cette façon depuis le premier matin, avant de savoir quoi que ce soit sur lui. C'était la partie qu'il avait mis le plus de temps à comprendre. Elle ne l'avait pas regardé de cette façon, à cause de ce qu'il avait fait cette semaine. Elle l'avait regardé de cette façon, avant qu'il n'ait rien fait, parce que c'était sa façon de regarder les gens, sans le filtre de ce qu'ils pouvaient faire pour elle, ou de ce qu'ils avaient fait avant, ou de la catégorie à laquelle ils appartenaient. Juste qui ils étaient. Debout devant elle à ce moment, il ne savait pas quoi dire qui soit proportionné à ça. Il cherchait les mots justes depuis vendredi. Il a renoncé à les chercher. « Merci pour le steak », dit-il. L'expression de Mae n'a pas changé, mais quelque chose a bougé dans ses yeux. « Revenez quand vous en voudrez un bon », dit-elle. « Vous savez où nous sommes. » Il a poussé la porte. Le matin est entré, un or chaud, sentant l'octobre qui essayait d'être gentil avant de tourner. Il s'est dirigé vers l'Indian Scout, a passé une jambe par-dessus, s'est assis. Il n'a pas regardé en arrière vers le restaurant. Il n'en avait pas besoin. Il a démarré le moteur. Il était à 5 km à l'ouest de Claremore, quand la voix off a commencé dans sa tête. Pas une vraie voix. Ses propres pensées trouvant la forme qu'elle cherchait toute la semaine. Les gens me demandent ce qui a fait mon succès. Je réponds toujours à côté. Je parle de décision, de timing, de risque calculé. La vraie réponse est plus difficile à dire. Non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est simple, d'une manière qui est embarrassante, si vous avez passé 40 ans à croire que c'était censé être compliqué. Je suis toujours capable d'avoir tort de manière significative. C'est ça. C'est la réponse. Pas que je prenne de bonnes décisions. J'en prends beaucoup de mauvaises. Pas que je lise les situations correctement. J'ai complètement mal lu Claremore le premier matin. Mais je suis toujours capable de m'asseoir dans une banquette, que quelqu'un me pose une question et d'en sentir le poids. Toujours capable d'entrer dans une pièce et de reconnaître ce que c'est. Toujours capable d'être embarrassé par l'écart entre qui je suis et qui je veux être. Le jour où vous n'êtes plus capable de ça, c'est le jour où vous devenez Marcus Crane. Non pas parce que vous faites une chose frauduleuse, mais parce que vous cessez d'en sentir le poids. Il a roulé vers l'ouest. La route était plate et droite, et le ciel au-dessus était énorme. Mae Hutchins n'a pas sauvé son restaurant. Elle a construit quelque chose qui savait déjà comment se sauver. Elle l'a construit sur 50 ans, un matin à la fois, une tasse de café à la fois, une personne dont on se souvient du nom à la fois. Tout ce que j'ai fait, c'est déplacer l'obstacle. Le bâtiment était déjà debout. Della Marsh a passé 3 ans à construire le dossier pour quelque chose en quoi elle croyait, sans que personne ne confirme qu'elle avait raison, sans ressources, sans reconnaissance. Elle l'a fait parce qu'elle ne pouvait pas ne pas le faire. Parce que certaines choses exigent votre participation, que les conditions soient favorables ou non. Boyd Hutchins a 24 ans, s'est endetté, a pris une mauvaise décision, et quand quelqu'un lui a donné un moyen de s'en sortir, il a pris ce moyen. Et puis, quand quelqu'un lui a offert une meilleure option, il l'a prise aussi. Ce n'est pas une histoire de méchants, c'est une histoire humaine. Ces 3 personnes, dans un restaurant du nord-est de l'Oklahoma, devant lequel la plupart des gens passent sans s'arrêter, ont plus de ce qui compte vraiment que la plupart des salles où je me suis assis. J'ai 67 ans, je dirige une entreprise qui vaut 3,8 milliards de dollars, et j'ai eu besoin de manger un steak à Claremore pour me souvenir pourquoi je la construisais. Il a roulé longtemps sans penser. La route allait vers l'ouest. Le ciel s'élargissait. À un moment donné, il est retourné dans le comté de Tulsa, bien qu'il n'y ait pas de panneau. La terre continuait simplement, plate et certaine, comme le fait la terre. Il a pensé à octobre prochain, au voyage qu'il ferait, aux routes qu'il n'avait pas encore empruntées. Il a pensé à une banquette dans le coin d'un restaurant, dos au mur. Il a pensé, même table, l'année prochaine. Il a pensé à ce que Della avait dit. D'autres Mae Hutchins, d'autres personnes qui ont construit quelque chose de réel de leurs mains, qui n'ont aucune idée de comment le protéger. Il a pensé que c'était probablement vrai. Il a pensé que c'était probablement important. Il a pensé qu'il pourrait avoir quelque chose à faire à ce sujet. Il est entré dans Tulsa avec le soleil du matin derrière lui, ce qui signifiait que la route devant lui était en pleine lumière. Rien de caché, rien de difficile à voir, juste la route et ce qui venait ensuite. Il a accéléré.